Alors on parle beaucoup de la rat race. Les mecs qui disent ouais, quand t'es salarié, t'es dans la rat race, tu cours, métro, boulot, dodo, machin. Mais en vrai, parfois quand t'es entrepreneur et que t'as une boîte qui est en croissance, t'es aussi dans une putain de rat race. Je me suis enfermé dans un truc là, j'ai mes investisseurs derrière. J'ai mes salariés, j'ai la pression tous les mois, on repart à zéro. J'ai 30, 40 mecs à payer. Oui, je kiffe, ça m'anime et tout, mais putain, je me sens pas bien, je vois pas mes gosses. Alors après, chacun veut toujours le truc qu'il a pas. Tu vois, j'ai des solopreneurs qui me disent j'aimerais bien monter une boîte, embaucher 40 personnes. Et ceux qui ont 40 personnes me disent putain, j'aimerais bien être solopreneur. T'as vite fait de te laisser entrer dans une course et dans un jeu auquel t'as pas spécialement envie de jouer, mais tu t'es retrouvé là-dedans par hasard quasiment, par concours de circonstances, et t'es dans une course infernale, une sorte de spirale, tu vois, tu fais que bosser pour faire plus. Et toi, du coup, quand tu t'es lancé, c'était quoi l'objectif, c'était quoi le moteur? La performance, la liberté et la perspective d'avoir une vie ouf. Je voulais construire quelque chose en partant de zéro. Alors c'est jamais zéro parce que t'as une éducation, t'as un champ de référence, un champ des possibles qui est élargi, mais je voulais créer quelque chose. Et qu'on puisse jamais me dire ouais en fait t'as bâti ça grâce à une situation de départ, grâce à ta famille. Je voulais pas de ça, absolument pas. Tu sais en fait ta boîte s'arrête, t'es un peu dans le dur et tout parce que tu repenses aux années précédentes, aux sacrifices, etc. Et tu te dis vas-y c'est bon, y a pire quoi. Elle va bosser, bouge-toi le cul et c'est en fait en créant du mouvement qu'il va se passer des choses. Donc j'ai cette opportunité, on fait le call, on prend le café, boum ça commence, puis il y a 2 ans qui passent. Ça c'est un truc qu'on dit pas trop, mais la vérité c'est qu'en fait tu peux pas avoir un levier exponentiel si tu... Thomas, bienvenue. Merci pour l'invitation, c'est cool. Et je suis très content de te recevoir dans le Grand Bain. C'est vrai. C'est le deuxième épisode qu'on enregistre ensemble. La dernière fois, il y avait ton frère qui était présent. Ouais. Et cette fois-ci, je voudrais parler à la fois d'entrepreneuriat, presque un petit peu de philosophie en termes d'approche vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Tu as un profil qui est assez particulier. Tu as beaucoup d'expérience dans l'entrepreneuriat. Tu es assez jeune, tu fais jeune, mais tu as quand même quelques années derrière toi. Je fais plus jeune que la réalité. Ça fait combien d'années que tu entreprends? J'ai commencé à 18 ans. Ouais. Et je vais sur mes 33. Ouais, donc tu vois, ça fait un petit moment. Ça fait quelques années. Et je sais qu'on me donne 25-26 et ça me flatte vachement. Mais c'est bien, tu vois, vaut mieux faire jeune. Et ben cette jeunesse, et ça ne t'a pas empêché d'avoir été et d'être toujours d'ailleurs un entrepreneur à succès. Tu as monté un business de service qui tournait à plus de 900 000 euros par an, assez récemment. Et tu t'es rendu compte que ça impliquait une charge mentale, de stress, manque de contrôle sur ton temps, trop d'irrégularité aussi dans les revenus. Et aujourd'hui, tu as décidé de construire un business beaucoup plus lean, et on reviendra sur le concept de lean, où tu privilégies la qualité de vie. Tu vises tout de même les 40 000 euros de profit mensuel post-imposition. Donc on pourra un petit peu revenir sur comment est-ce que tu comptes atteindre ce chiffre. Et aujourd'hui, pourquoi je voulais t'inviter, c'est parce que sur les réseaux sociaux, sur Internet, il y a cette course au toujours plus. Plus de chiffre d'affaires, plus de profit, plus d'employés, plus de levée de fonds. Et je pense que beaucoup de personnes se sont perdues, et peut-être même moi le premier, dans cette course au toujours plus. Quand on est aspirant entrepreneur, on voit ces réussites, ou en tout cas ces aspirations qui peuvent donner envie, et qu'on se dit waouh, mais j'aimerais tellement être à sa place. Et en fait, une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a atteint ces premiers 100 000 euros, 500 000 euros, peut-être même 1 million, et qu'on y est, et ben en fait, on se sent parfois un petit peu seul. Donc je voudrais revenir sur ton parcours, toi qui as vécu ces différentes phases, qui est passé d'un entrepreneur débutant à entrepreneur plus expérimenté, et qui aujourd'hui revient un petit peu sur sa conception de ce qu'est l'entrepreneuriat, et qui ne veut plus uniquement la marge, le profit, le gros chiffre d'affaires, mais une adéquation avec son style de vie. Je pense qu'il y a 3 parties qu'on pourrait faire dans cette discussion, et je sais pas si on va avoir le temps d'aborder les 3, mais on va faire ce qu'on peut. Premièrement, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours et les différents modèles que tu as pu expérimenter, low ticket, high ticket, par abonnement, par acquisition, closer, etc. Comment est-ce que tu considères qu'on peut optimiser chacun de ces modèles pour ceux qui décident d'aller vers l'un d'eux? Et enfin, je voudrais peut-être prendre du recul pour aider ceux qui se lancent, ceux qui se sont déjà lancés, à trouver un modèle qui leur permet d'allier rentabilité, pérennité et surtout sérénité dans une activité de service. Est-ce que ça te convient? Parfait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, ouais, donc carrément. on va voir si on a le time de tout aborder. Je voudrais commencer déjà par une première question. Quelle a été ta meilleure décision de ces 5 dernières années? C'est une très bonne question. Je pense que c'est la plus récente, à horizon du coup peut-être 4 mois, qui a été de... Alors non pas de ralentir, mais de changer ma perspective et ma vision des choses.
Peut-être aussi par maturité business, à force de faire des choses et de répéter des choses. Mais cette capacité à prendre du recul, à te poser la question de l'alignement. Est-ce que ce que tu fais est cohérent avec ce que tu veux être et enfin, ce que tu veux faire? Et je pense que la meilleure solution, voilà, la meilleure décision en tout cas, ça a été celle-ci, de me dire, tu vois, je prends un step back, j'arrête cette course infinie à toujours faire plus, parce qu'on tombe vite dedans. Et j'avoue qu'en vrai, c'est quand même passionnant de dire comment je fais pour. Tu vois, le propre de l'humain, c'est la croissance. Donc en fait, la croissance personnelle, la croissance biologique, la croissance financière, tout. Donc on est à fond dedans. Mais à mon sens, pour qu'il y ait une bonne croissance pérenne, durable et intéressante, et elle peut être très forte, mais il faut que ce soit accompagné d'une corrélation avec du sens. Et je parle pas du sens, truc un peu bullshit qu'on entend ici et là, oui, je veux donner du sens à ma vie et tout. Non, le vrai sens en fait. Qu'est-ce que tu fais? Quel impact tu vas avoir sur ta vie, sur celle des autres, sur le monde qui t'entoure, etc. Et en fait, parfois, t'as vite fait de te laisser entrer dans une course et dans un jeu auquel t'as pas spécialement envie de jouer, mais tu t'es retrouvé là-dedans par hasard quasiment, par concours de circonstances, et t'es dans une course infernale, une sorte de spirale, tu vois, où tu fais que bosser pour faire plus. Pourquoi tu t'étais lancé initialement? Et pourquoi est-ce que tu étais parti peut-être avec cette idée de gros scaling, faire beaucoup de chiffres? C'était inné depuis le début? C'était peut-être des gens qui t'inspiraient, qui étaient à ce niveau-là où tu disais j'aimerais être comme eux? C'était d'où ça t'est venu? Ouais, je pense que c'est un ensemble de paramètres. J'ai pas encore fait l'introspection complète pour essayer de comprendre quelles étaient les raisons et le pourquoi du comment. Mais Est-ce que tu as, par exemple, je sais pas, grandi dans un milieu entrepreneurial où tu étais exposé à ces sujets-là ou pas du tout? du tout. Donc c'est-à-dire que ça t'est venu d'ailleurs. Ça venait peut-être de films. Je regardais beaucoup ce qui se faisait aux US, les premiers podcasts à l'époque, les vidéos YouTube, les reportages, enfin tout ce qui traînait. Et surtout, j'ai grandi avec deux parents médecins qui font un des plus beaux métiers du monde, selon moi. Là, le sens, il est présent. Ouais, là, le sens est présent. Et en fait, j'ai été frappé très tôt par cette corrélation entre le temps passé et les revenus générés. Et je me disais en fait, il faut que j'arrive à trouver une solution pour avoir de l'impact, et pour pouvoir, au bout d'un moment, décorréler mon temps passé de mes revenus générés. Donc j'ai commencé à m'intéresser du coup entrepreneuriat, etc. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir un système qui te permettait, un, d'avoir de l'impact, et deux, d'avoir une croissance potentiellement exponentielle, et une vraie décorrélation entre le temps que tu passais à faire un truc et le résultat que cette chose générait. L'effet de levier, en fait, systématique. Et pourquoi ça t'a pas attiré dans ce cas-là? Parce que ce sujet de décorréler ses revenus du temps passé à travailler, ça me parle aussi, surtout qu'en tant qu'investisseur. Pourquoi tu t'es peut-être pas dirigé vers l'investissement où tu t'es dit, mais j'investis, j'achète des actifs qui prennent en valeur, qui génèrent du rendement, et c'est aussi passif? Ouais, le premier point, c'est que déjà pour investir, il faut du pognon de base. Et j'étais fasciné par ce truc. Alors, je suis pas né dans la rue et tout, tu vois. J'ai des super conditions de vie, une super éducation, j'ai eu la chance d'avoir ça. Mais je voulais construire quelque chose en partant de zéro. Alors, c'est jamais zéro parce que tu as une éducation, tu as un champ de référence, un champ des possibles qui est élargi. Mais je voulais créer quelque chose et qu'on puisse jamais me dire, ouais, en fait, tu as bâti ça grâce à une situation de départ, grâce à ta famille, grâce à. Je voulais pas de ça, absolument pas. Je voulais me alors que construire personnellement. c'est ça, t'as grandi dans un milieu plutôt favorisé avec des Ouais, parents médecins, carrément. mais tu voulais vraiment t'en détacher, quoi. Complètement. Jamais demander le moindre euro pour monter quoi que ce soit. Je me suis dit, je veux monter une boîte, je veux créer mon histoire, tu vois, je veux tout construire. Et alors, j'ai ça d'un peu plus loin parce que j'ai dans ma famille quelques histoires de personnes qui sont parties vraiment de rien et qui ont réussi à construire des vies assez passionnantes et trépidantes. Et je voulais du coup un peu construire mon histoire. Donc, je me suis dit, je vais monter une boîte. Je voulais de l'impact et je voulais créer quelque chose autour de ma passion. J'étais fan de sport, j'ai monté une boîte dans le sport. Ça faisait du sens, tu vois. Je m'intéressais à. Enfin, c'était ma passion, c'était générateur de revenus. Et j'ai impacté la vie des gens, c'était cool. Donc c'était le bon moment, tu vois, pour. Alors, quelle est la pondération que tu donnais dans ces activités entre le plaisir pour toi, l'impact que tu avais et le revenu généré? Alors, au début, tu commences par, je pense, par plaisir. Tu fais quelque chose qui te plaît. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas en étant centré sur tes désirs à toi que tu vas cartonner. Parce que ce qui compte, c'est ce que veulent les gens, en fait. Ce que veut le marché, ses besoins, ses désirs, etc. Donc, la première erreur, entre guillemets, c'est j'aime bien ça, donc je fais ça. Pour moi, c'est une erreur, parce que tu pars de toi. Ce qui ne veut pas dire que tu peux pas aimer ce que tu fais. Mais tu pars systématiquement, normalement, de ce que veulent les gens, de ce que veut le marché, de ce qui existe, ce qui n'existe pas, etc. Donc, j'ai commencé comme ça. Et donc, le point initial que tu résolvais, c'était le besoin. Du coup, tu as commencé par quelque chose que tu aimais, c'est-à-dire le sport, et tu as pris la corrélation en te disant
il y a un besoin au niveau du coaching sportif. C'est ça. Mais je suis parti surtout de ce que j'aimais moi, en fait. Hein. Je suis pas parti du marché, c'était ma première boîte et je me suis dit, ok, j'aime bien ça, allez, c'est parti. Okay. Puis à l'époque, il n'y avait pas d'application, on s'est dit, on va monter une app et tu auras ton coach dans ta poche. Alors maintenant, ça paraît trivial. Obvious, évident. Mais avant, ça n'existait pas. Il y avait 2-3 boîtes qui faisaient ça. Ça, c'était quoi? On était en 2013? Un peu avant, ouais. Un peu avant, c'était... ça remonte. C'était le début des applications, sur iPhone et tout. Donc à l'époque, c'était des iPhone 4, 3, je sais plus, tu vois. Ouais, ok, tout à fait. Donc, début des smartphones, quoi. Exactement. Donc voilà. Et ça rajeunit pas, en vrai, de dire ça. Mais... J'étais au collège. Non, mais donc c'était cool. Et c'était le début des applications, etc. Et j'étais fasciné par ce qui se passait dedans. Alors, c'était beaucoup aux US à l'époque. Les grosses success stories, début des grosses applications, social media, etc. Et je me disais, putain, il y a un truc à faire, c'est hyper passionnant, ça bouge vite, c'est intéressant, il y a du levier, puisque tu peux créer une app et toucher 10, 20, 30, 50, 100 000 personnes. Ouais, donc il y avait quand même un peu les prémices de la scalabilité dans ton projet. Ouais, mais pas consciente du tout. Ouais, tu vois, t'as pas du tout la maturité à ce moment-là, enfin moi je l'avais pas, je voulais juste créer un truc, monter une boîte. À l'époque, d'ailleurs, c'était surtout pour le prestige. Pour le côté statut. J'avais 18 ans, je suis entrepreneur et tout, en fait. Entrepreneur, tu joues à l'entrepreneuriat. Non, mais t'avais levé un peu de sous, quand même. Ouais, après, on a levé des sous et c'est devenu un peu plus sérieux, etc. Mais le début, c'était juste de se dire, OK, on va monter un projet, c'est cool. C'est statutaire aussi. Tu sais, c'est un peu la pyramide de Maslow. Au début, c'était des besoins primaires. Après, c'est du statut, et après, tu vas mettre de plus en plus de sens dessus. Mais alors, dans ce cas-là, t'as commencé par le côté statut, parce que j'aurais imaginé que si personne autour de toi n'est entrepreneur, voir un ami, un enfant se lancer, moi, j'aurais plus peur que justement, il y ait un peu cette dégradation sociale de, ouais, mais attends, tu deviens un petit freelance, c'est inconnu, ok, tu t'es entrepreneur, mais tu fais pas de chiffre, t'as pas d'employé, c'est surtout le côté, il y a pas d'employé, machin. Ouais. Comment est-ce que ton entourage le vivait? Est-ce que toi, tu le vivais plutôt en mode non, c'est une belle aventure dans laquelle je me lance et les gens te soutenaient? Ou au contraire, c'était vu un peu en mode ouais, bon, on verra où ça mène? Alors, j'ai pas trop été soutenu. C'était pas du freelancing, puisque c'était un produit, c'était une app, donc c'était un produit tech, guillemets, énormissime, des crochets même. Un SaaS un petit peu. Voilà. donc c'était pas du freelancing, c'était un produit qui avait pour vocation, du coup, une boîte qui aurait pu devenir ce qu'on appelle une start-up. Maintenant, je sais qu'on met tous les mots dedans, que tu as une idée, du coup, tu es une start-up, ça n'a pas de sens, tu vois. Mais bref. Donc voilà. Et j'ai pas spécialement été soutenu par mes potes de l'époque, mais c'est normal. Tu vois, t'as 18 piges, t'es en école de commerce, tu te pointes pas à la moitié des cours en amphi parce que tu bosses sur ton app, et tu te prends pour le prochain Zuckerberg, et tes potes te disent vas-y, arrête tes conneries, viens boire un coup, clairement. Tu nous fais chier, tu vois. Mais c'est comme ça, en vrai, on est beaucoup qui s'arrivent. Et toi, t'es allé boire ces verres, ou tu disais non, je veux focus? Non, pas trop, en vrai. T'es plutôt introverti ou plutôt extraverti? J'ai jamais trouvé la réponse à cette question. Je pense que ça dépend du contexte. Pas introverti, parce que j'aime bien faire des conneries et discuter aux gens et parler des gens que je connais pas. Mais ça dépend des contextes. C'est un peu cyclique, tu vois. C'est une question de phase. Pour le coup, la définition, c'est ceux qui se régénèrent, ceux qui trouvent de l'énergie dans les autres, c'est les extravertis. Et dans la solitude, c'est plutôt les introvertis. Ouais, et justement, c'est un savant mélange des deux. Ok. Ça s'appelle mais je pense que ça s'appelle les ambivertis. Ouais, il y a moyen. Non, mais c'est un vrai mot. C'est un vrai mot. Ambiverti, c'est les gens qui, à la fois, selon le contexte, peuvent se sentir plus énergiques avec certaines personnes et d'autres quand ils sont plus seuls. Ouais, c'est marrant parce que c'est une vision, c'est un bout du prisme. Mais moi, à mon sens, en fait, ça dépend pas de toi, ça dépend des personnes en face. Ouais, tout à fait. Parce que t'as des personnes qui vont t'apporter de l'énergie, t'as des personnes qui vont l'aspirer. Ouais. Et donc je le vois pas, tu vois, à titre perso, est-ce que j'ai besoin de voir des gens ou pas? Ça dépend des personnes. T'as des gens, je les vois, je passe 4, 5, 6 heures avec eux, je suis transcendé. Et j'ai envie de tout péter. Et t'as des gens, je passe une demi-heure avec eux et je suis envie d'aller me coucher, quoi. Ouais, complètement. Donc ça dépend pas que de toi. C'est les vampires de l'énergie. Exactement. Donc voilà, j'étais pas spécialement, je savais pas trop comment me catégoriser à l'époque. Et puis à l'époque, j'avoue que c'était un peu, comme ça l'est maintenant d'ailleurs parfois, mais c'était un peu le début de la mode hustle, tu vois. Faut bosser comme un ouf. C'est peu de temps après. C'est quoi, c'est 2011, Tim Ferriss? Ouais, la semaine de 4 heures. Ouais. Donc c'est peu de temps après. Donc je sais pas si il a sorti ça au moment où justement c'était la culture glorification de la hustle culture, etc. Ouais. Et, Monk mode, tout ça. Ouais, et en fait, j'avoue que quand j'étais gamin, j'étais passionné par ça. J'étais en mode putain. Ah ouais, donc tu étais déjà intéressé par ces sujets-là quand t'étais plus jeune, quoi. Ouais, mais c'est pas, tu le conscientises pas. Ouais. Tu te dis, faut que je grind en fait, là, faut que je bosse comme un ouf. Et puis t'as la conviction en plus que plus tu vas bosser, plus t'auras de résultats. Alors je dis pas que. Faut bien mettre de l'input à un moment donné, tu vois, pour avoir de l'output, mais c'est pas forcément vrai.
Néanmoins, quand tu commences, j'ai quand même la sensation qu'il faut quand même empiler les heures, Ouais, bosser, apprendre des choses, etc. Et que ça vient pas comme ça, parce qu'en fait, maintenant, on ne jure plus que par le levier. Mhm. Et tu vois, par exemple, tu parlais de Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. En fait, la semaine de 4 heures, tu peux la mettre en place quand tu as mis le taf suffisant en amont. Et tous ces mecs, en fait, qui ont une approche qui est canon, hein, Mhm. tu vois, sur l'utilité de ton temps de travail, c'est des personnes qui peuvent se permettre de faire ça parce qu'elles ont mis les heures en amont Bien sûr. pour générer assez de levier, etc. Tu Bien vois, donc il y sûr. a aussi une réalité où ça, c'est un truc qu'on ne dit pas trop, mais la Bon. vérité, c'est qu'en fait, tu peux pas avoir un levier exponentiel si tu construis pas, si tu mets pas assez de pierres Bien en sûr. amont d'un côté du levier, tu vois. Non, mais ça doit être ton étoile du Nord. Ouais, C'est ça. ta destination de, ok, la semaine de 4 heures ou peu importe, t'appelles ça comme tu veux, Ouais. mais en amont, si tu fais pas le taf, c'est impossible de l'atteindre. Et toi, du coup, quand tu t'es lancé, c'était quoi l'objectif, c'était quoi le moteur? C'était la performance, la liberté et la perspective d'avoir une vie ouf, tu vois. Pas de routine, pas de... Je me disais, je vais monter des boîtes, je vais voyager, rencontrer des gens. C'est ce qui s'est passé après, tu vois. Ouais. Mais tu sortais du côté, putain, ça va être chiant. Alors, c'est ma perception des choses, tu Ouais. vois. Je sais que parfois, tu peux être rassuré d'avoir ta routine, ton confort, etc. Et voilà. C'est aussi une question de caractère, de moment de vie, tu Ouais. vois, voilà. Mais à l'époque, ouais, je me disais, ça va être dingue, en fait. Il va se passer plein de trucs. Parce qu'en fait, ce qui se passait, j'étais rentré à l'ESSEC, enfin, l'ESSEC, le BBA Ouais. de l'ESSEC, donc sur concours post-bac. Donc, c'est un peu le prestige et tout, même si c'est pas l'ESSEC sur prépa, t'as quand même BBA ESSEC sur ton truc. Et la suite qui était prévue, c'était t'as ton diplôme, t'intègres une grosse boîte, Classique. tu fais tes 100K, 150K par an, petit à petit, puis 200, un machin. Et c'est très bien, tu vois, c'est juste que ça me correspondait pas. Mhm. Et ça m'emmerdait, quoi, tu vois. Donc je m'étais dit, bah, je préfère prendre des risques et tout, mais au moins créer des trucs, avoir des histoires à raconter. Non, mais c'est marrant que tu me dis ça parce que justement, le fait que tu sois pas passé par la case. J'ai cru comprendre que tu n'étais pas du tout passé par la case salariat. Une fois. Ah ouais? Ouais. Pour un stage ou pour vraiment CDI? Non, une fois, entre deux boîtes. Ah oui, il y avait chez Kimono. Ouais, exactement. Et c'était ouf d'ailleurs. Ouais, et justement, ouais. Du coup, ça m'intéresse. C'était une des questions que je voulais te poser. Parce que pourquoi je te demande ça? Mon moteur pour devenir entrepreneur, ça a été une expérience, on va dire, mitigée en cabinet de conseil. Où j'avais fait justement ce parcours prépa, grande école, je vais en cabinet de conseil. Et voilà, je suis resté un peu moins de 2 ans, j'ai pas du tout aimé. Et c'est plus le rejet de ce système qui a été mon moteur pour devenir entrepreneur. Alors maintenant, j'ai d'autres choses, j'ai plus une aspiration. Mais je pense qu'il y a 2 phases quand tu es entrepreneur parce que c'est un peu le paradoxe de la région bêta, tu vois ou pas? Bien sûr. Où en fait, t'es pas suffisamment mal dans une situation pour changer. Donc tu bouges pas. Exactement. Ouais. Et du coup, tu restes dans une zone de merde. Sauf que moi, elle était suffisamment merdique pour que je me dise, donc j'ai fait un burn-out, donc pour me dire, bon, faut que je change. Et en fait, heureusement que j'ai eu ce côté très négatif, et ça a été mon moteur au début. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont salariés, qui n'osent pas se lancer parce que leur situation est justement pas suffisamment mauvaise. Et pour se lancer, on a besoin, je pense, d'un moteur qui est négatif, exemple une douleur, une souffrance, une peine, tout ce que tu veux. Par contre, pour perdurer, tu peux pas être que motivé par des émotions négatives, il faut être motivé par des émotions positives, d'aspiration, pas sans changer le monde, mais en tout cas avoir un impact positif sur la société. Et je pense qu'il y a besoin des deux, de l'émotion négative pour sauter le pas et de l'émotion positive pour être entraîné. Toi, t'as pas eu cette émotion négative assez rapidement. En fait, t'as eu peut-être cette aspiration positive, mais du coup, qu'est-ce qui a fait que t'as quand même eu cette, j'ai pas envie d'appeler ça une rechute, mais cette petite interlude vers le salariat. Et qu'est-ce que t'en as retenu? Ouais, alors en fait, il n'y a pas eu d'émotion négative au démarrage vécu. Par contre, j'ai vu mes parents bosser, faire des gardes de nuit, enchaîner 4 jours dans la semaine, d'urgence, machin. J'ai vu ça. Et j'ai vu ce que ça impliquait sur ta vie perso, en fait, avec tes enfants et tout, parce que mes parents m'ont eu assez jeune. Et donc, j'ai vu ce que ça impliquait, ce système de bosser, enchaîner les nuits blanches, etc. Donc, tu veux dire le fait de pas avoir la main sur ton temps? Ouais, exactement. Et je me suis dit, tu vois, je veux créer un modèle. Alors, j'ai une super éducation et tout, je suis super content, j'ai eu tout ce qu'il me fallait. Mais je me suis dit, tu vois, je veux pas ça. Ouais. Je veux de la liberté, je veux pas que... À l'époque, ils faisaient des gardes de nuit, ils se faisaient biper en pleine nuit et tout, tu vois. Et alors, bien évidemment, c'est un métier que tu fais par passion, tu vois... T'es obligé, sinon tu tiens pas. Voilà, mais je voulais pas. Ouais. Donc, monter des boîtes... Après, t'étais pas obligé de devenir médecin, hein. Tu vois, il y a plein de jobs où tu fais ton 9 to 5 et tu rentres chez toi. Ouais, mais j'aime bien aussi le truc, tu vois, tu es dans la construction pure et dure, dans la création pure et dure. Tu pars de rien, tu bâtis quelque chose, tu tombes, tu recommences.
C'est un jeu, en fait, pour moi, tu vois. Alors, c'est un jeu qui peut avoir des conséquences dramatiques, mais il y a un côté, quand même, tu vois, imprévisible. Tu sais pas ce que tu vas faire. T'as des hauts, des bas. Il y a beaucoup d'émotions. Il se passe plein de trucs, tu vois. Donc voilà. Et pourquoi passage en CDI? En fait, c'est un concours de circonstances. C'est que quelques années après... alors, donc je me lance, je monte ma boîte, qui était Capital Training, mon application. Je bosse comme un vous dessus. À l'époque, j'étais en cours. Et j'enchaîne les cours, soirées, enfin bosser en soirée plutôt, sur mon app, tu vois. Nuit blanche, machin, je fais ça. Pas les soirées d'école. Ouais, quelques-unes, mais pas mal de soirées à bosser. Tu sais, le cliché de la chambre d'étudiant, t'es en train de bosser. Et tout, à la Zuckerberg. Ouais, exactement. Ouais, sauf que ça, enfin voilà. Un peu moins, un peu moins successful, un tout petit peu moins. Non, mais donc voilà. Et en fait, au bout d'un moment, je suis cuit, ça se passe pas très bien avec mes associés, on arrête. Vous étiez combien? On était 4 au bout d'un moment, donc voilà, et puis on arrête. Et en fait, quand on arrête, moi j'ai les 5 dernières années de rush, de grind et tout, tu vois, qui s'arrêtent, qui stop net. Et j'ai un coup de blues terrible, tu vois, de me dire, tu passes d'une app en fait pendant 5 ans. C'est énorme, 5 ans quand même. Hein. Ouais. Vous aviez atterri où en termes de, je sais pas, d'ARR, ou je sais même pas c'était quoi le business model? Alors ce qui est ouf, c'est que j'étais en études pendant ce temps-là. Ouais. Donc en fait, moi à l'époque, j'étais pas focus sur la renta. Ouais. Moi, je voulais des membres dessus sur l'application, Ok. juste, tu vois. Donc on est monté à 130 000 membres dessus. Insane. Ouais, c'était pas mal. Après, pour monétiser, par contre, c'était beaucoup plus Et complexe. c'était gratuit l'appli? Ouais, c'était gratuit. Et après, il y avait un système de freemium où tu pouvais payer pour des trucs. On n'était pas assez bon, pas assez d'expérience. Pour le monétiser, quoi. Ouais, c'était trop complexe. Et puis surtout, il n'y avait pas autant de... Alors déjà, on n'a pas été bon, parce qu'on était trop jeunes. Et puis à l'époque, il n'y avait pas autant d'informations disponibles sur le marché. Tu vois, maintenant, tu veux monter un SaaS, tous les podcasts, machin, t'as de la valeur à fond, tu vois. À l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y avait pas, genre, tu tapes sur YouTube, POV... je lance 100 000 entrepreneur, machin, tu vois pas ça, tu vois. Ok, je comprends. Donc on se débardait un peu comme on pouvait. Et donc voilà. Et donc en fait, je sors de cette période, puis je me fais une petite déprime passagère pendant 2 mois. Et je me dis, je vais remonter une boîte, c'est sûr, sauf que j'ai pas d'idée, parce que j'ai pas la clairvoyance, la clarté d'esprit, tu vois, à ce moment-là. Et je me dis, bah, tu sais quoi, en fait, je vais bosser dans une boîte, dans une start-up pendant 1 an, 1 an ou 2, en tant que sales. Ça, je vais faire des ventes, je vais me rassurer. Okay. Parce que l'unité de mesure de la performance de l'entrepreneur, c'est le cash. Ouais. On parle d'impact et tout, mais ça, c'est la phrase de Tapi, tu sais. Ouais. On dit pour l'athlète, c'est le chrono, et pour l'entrepreneur, c'est le cash généré. Et c'est pas totalement faux. Donc je me dis, bah, je vais faire de la perf, mais en tant que sales, tu vois. Ok. T'étais déjà familier avec la vente? Ouais, plus ou moins. Bah, tu sais, en fait, quand tu pitches ton projet pour lever des fonds, tu vends ton idée. Ouais, mais c'est pas... Enfin, ouais. Enfin, j'ai jamais levé des fonds, mais j'ose imaginer que c'est pas le même discours, les mêmes mécanismes psychologiques que techniques. Ouais, pour moi, c'est plus simple de vendre un produit, B2C, B2B, que de lever des fonds. Ok, d'accord. Ouais. Je suppose que parce qu'en face de toi, t'as des mecs qui voient des gars toute la journée et qui disent... des mecs ou des meufs qui voient des mecs toute la journée et qui disent... ok, mais pourquoi t'es différent? C'est pas un achat à 40 balles, tu vois. Si je vais mettre 100 patates... en quart, rapport en millions, tu vois. Je vais mettre 100 000, 500 000, 500 000, 1 million, peu importe, dans ta boîte, tu vas pas me la faire à l'envers. Donc, pitch-moi correctement, tu vois. Donc, c'est plus difficile. Donc, pour moi, c'est plus compliqué. Okay. Après, ça dépend de ce que tu vends. Si tu vends des avions, c'est autre chose, tu vois. Donc, voilà. Et à l'époque, alors, comment ça se passe? J'ai mon pote Harold, Gardas, qui est chez La Relève à l'époque, et qui me dit, je vais regarder s'il y a des plans et tout, je te tiens au courant. Et un jour, il me dit, j'ai mon pote Olivier Ramel, CEO de Kimono, qui cherche des sales, si ça te chauffe, allez-y, prenez-vous un café. Et je me dis, bah go, Olivier, je l'avais déjà croisé en soirée, et je me dis, bah vas-y, go. Donc on y va, on se prend un café, au bout de 20 minutes, je dis, ok, c'est bon, on y va. On négocie même pas le salaire et tout, je m'en fous, je trouve la boîte stylée, c'est cool. À l'époque, c'est à The Family, dans les locaux de The Family. Ah ouais, La boîte, il y a une bête de vision. Olivier, il sait créer ça, tu vois, des belles boîtes, des beaux produits, une bonne vision, etc. Et je me dis, ok, c'est chambé. Je négocie même pas le salaire et tout, tu vois, ça m'a facile. Donc t'as vraiment adhéré, c'est quoi? C'est au mec ou au projet? Le projet et tout, bah Olivier est un bête de gars, tu vois, on s'entendait bien, bon feeling, la boîte, super projet, je me dis, c'est cool. Mais je sais pas, parfois, il y a un truc, tu te dis, vas-y, j'y vais, tu vois. Et donc on négocie rien, juste le variable. Et on se dit, tu sais quoi, je commence à bosser genre demain ou après-demain et on verra après. Et je bosse, je me prends en jeu. Du coup, tu vendais quoi? En fait, on faisait des fringues personnalisées pour les boîtes. Donc on habillait les startups... plus grosse boîte petit à petit. C'était après... au logo des marques. Ouais, exactement. Donc, je t'appelles Google, tu veux des suites Google pour ta boîte. Sauf que c'était des produits vraiment stylés, avec des belles coupes et tout. Il y avait un aspect un peu mode, tu vois, qu'il n'y avait pas spécialement à l'époque sur le marché. Donc voilà. Et puis après, il y a eu déco de bureau, machin, plein de trucs autour de la culture d'entreprise. Exactement.
Donc voilà, donc je passe finalement 1 an en tant que sales. Après, du coup, je manage l'équipe des closers pour monter un peu, voir autre chose. Et en fait, le jour de notre café, je lui dis, écoute, je me laisse 2 ans à fond. Et dans 2 ans, je pars, je remonte une boîte. Tu lui dis ça? Ouais, je lui dis direct. C'est déjà pas Il mal, 2 savait. ans, t'as le temps de faire beaucoup de trucs. Hein. Ouais, tu dis, je vais grinder, machin. Le but, c'était quoi? C'était monter en compétence ou faire du cash? C'était tout, en fait. C'était tout. C'était monter en compétences, rencontrer des gens, faire autre chose. Parce que, est-ce que par rapport à quand tu étais avec Capital Training, c'est ça? Ouais. Vous payez un salaire ou pas du tout? Quasiment que dalle. Ok, donc il y a quand même un step-up financier Bien quand sûr. tu deviens salarié. Bien sûr. On Ouais. se payait rien du tout. Ah oui, ok. C'était vraiment, enfin rien du tout, c'était genre 1500 balles, tu vois. Ouais. Parce que non, je pense qu'il y a beaucoup de gens justement sur le côté switcher, alors dans l'autre sens, plutôt de salariat vers l'entrepreneuriat, qui se disent là, je vais mettre de côté un revenu potentiellement assez confortable, et ça, c'est quelque chose qui fait peur. Toi, dans l'autre sens, au contraire, ça a été peut-être plus de sécurité, et justement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur, qui se disent non, mais moi, jamais je retourne en salariat pour tout le côté, j'ai moins peut-être le contrôle sur mon temps, je dois rendre des comptes à un manager, etc. Ça fait flipper beaucoup dans-entrepreneurs. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu? J'ai pas réfléchi en fait. Tu sais, en fait, ta boîte s'arrête, t'es un peu dans le dur et tout, parce que tu repenses aux années précédentes, aux sacrifices, etc. Et tu te dis, vas-y, c'est bon, y a pire quoi. Va bosser, bouge-toi le cul, et c'est en fait en créant du mouvement qu'il va se passer des choses. Donc j'ai cette opportunité, on fait le call, on prend le café, boum, ça commence, puis il y a 2 ans qui passent, à fond. Donc t'étais pas du tout à te morfondre quoi sur Non. la fin de Capital Training. Mais non, parce qu'en fait, si pendant quelques temps, mais au bout d'un moment, tu te dis, attends, il y a pire dans la vie. Enfin, je veux dire, c'est une boîte qui a pas marché. Oui. C'est quoi ce que tu retiens, peut-être la leçon que tu retiens de ton expérience chez Capital Training? En fait, c'est que, enfin, il y en a plein, mais en fait, la principale, c'est que dans la vie, il y a des vraies choses, tu vois, difficiles, des situations difficiles à traverser. Et ça, pour moi, ça l'était pas, en fait. Enfin, si ta boîte s'arrête, ok, t'en montes une autre, c'est pas grave. T'as perdu un peu d'argent, t'as perdu un peu de temps, c'est pas grave, tu passes à autre chose. En fait, c'est en faisant que tu vas faire de la perf. Donc si tu commences à t'arrêter, à te poser des questions, alors je dis pas qu'il faut pas prendre de recul, tu vois, parce que c'est ce que j'ai fait d'ailleurs récemment. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut pas trop réfléchir, surtout quand t'es jeune et que tu démarres. Si tu commences à te poser trop de questions et tout, vas-y, je fais ta gueule, tu vois. Genre, Ouais. avance. Donc t'avances, et en avançant, il se passe des choses ouf. Tu reprends confiance, machin, tu rencontres des gens, tu développes ton réseau, etc. Et tu dis, putain, j'ai une idée de boîte. Je vais monter une boîte. Ok. Et du coup, Ok, donc finalement, tu t'es pas t'es pas resté à te morfondre sur la fin du projet, parce que t'avais appris des choses, ça s'était pas non plus terminé en mode kata, enfin, de ce que je crois comprendre. Enfin, c'est pas en mode explosion, tout le monde se déteste, etc. Non, c'est jamais facile, de toute façon, Ouais, c'est ouais, jamais bien des sûr. bons moments. Mais si tu veux, il y a des situations plus compliquées dans la vie, quoi. Enfin, au bout d'un moment. Ouais, donc dédramatiser. Ouais, si t'es en PLS parce que ta boîte s'arrête, spoiler, demande aux gens ce qui se passe dans leur vie et tu verras qu'en fait, ta boîte qui s'arrête, c'est grave, mais c'est pas non plus. Tu vois, et c'est marrant que tu dis ça parce que t'es avec des parents médecins où eux, il y a un vrai enjeu, pardon, de vie ou de mort, Ouais. peut-être pour. Enfin, je sais pas ce que font tes parents précisément, mais tu vois, et c'est ce que je dis souvent à mes équipes quand on travaille, qu'il y a des retards sur je sais pas, une vidéo YouTube qui doit sortir ou n'importe quoi, et que parfois c'est un peu la panique. Et Ouais. les premiers à paniquer, c'est plus mes équipes que moi. Et plusieurs fois, je me suis vu à leur dire hey, les gars et les filles, on sauve pas des vies. Ouais, complètement. On sauve pas des vies. Et ça, je pense que c'est vraiment un point que les entrepreneurs ont du mal à se rappeler. Parce que, ouais, c'est ton projet, c'est ta vie. Mais en fait, objectivement, on sauve pas des vies. Et le projet, le service, le client, la vidéo, elle sort demain, elle sort dans une semaine, c'est pas la fin du monde. Ouais, complètement. En fait, faut juste faire attention à ça. Parce que faut pas non plus que ce soit une excuse pour faire de la merde, tu vois. Ouais. Parce que souvent, c'est ouais, t'inquiète, tu sauves pas des vies. Ouais, mais attends, je te demande quand même de faire les choses correctement, tu vois. Donc, faut pas que ce soit une excuse. Mais en revanche, effectivement, prendre du recul. Et en fait, la question à te poser, c'est est-ce que ce qui se passe maintenant, dans 5 ans, ce sera un gros sujet, un big deal ou pas? Et souvent, ça l'est pas. Or, effectivement, peut-être que ça m'a un peu. Ça a participé à ma construction mentale, mais le fait de voir, tu vois, mes parents qui géraient, notamment ma mère qui est pédiatre, qui gérait des gamins préma, dès qu'ils meurent au bout de 2 jours, tu te dis. Ça, tu penses que ça a un peu influencé C'est sûr, c'est certain. Alors ça veut dire qu'après, tu vois, c'est pas que ça change complètement ta perception du monde, c'est juste que tu prends un peu plus de recul et que t'essayes de plus te... Tu l'as ? Ouais, avec plaisir, merci. Et t'essayes de pas trop te laisser abattre par des choses qui ne nécessitent pas... En fait, si tu veux, le point, c'est que tu peux prendre du recul, tu dois faire le dos rond au bout d'un moment, accepter les échecs, c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais il faut que ce soit un moteur, tu vois.
C'est-à-dire, je prends un ressort, j'appuie dessus, je prends, je me sers de la pression après pour repartir. Ouais. Si c'est un truc qui m'aplatit, ça n'a aucun sens. Donc tu te morfonds pour rien. En revanche, te servir un peu de cette... parce que c'est jamais facile, tu vois. Là, c'est plus facile d'en parler a posteriori. Bien sûr, évidemment, toujours. c'était pas simple à l'époque. Mais tu as deux manières de réagir. Tu as la phase, en fait, où tu prends, tu prends la douleur et c'est comme ça. Et tu essaies de comprendre pourquoi, ce qui s'est passé, etc. Pour pas faire les mêmes conneries deux fois. Du moins pour essayer. Et après tu repars, quoi. Tu vois. Tu repars, mais où est-ce que tu repars et pourquoi est-ce que tu repars? Là, je vais te citer. J'ai repris sur un petit post LinkedIn que j'avais bien aimé de ta part. Ça veut dire que tu es assez actif sur LinkedIn. Alors, c'est pas tout le post, hein, j'en ai pris des extraits, comme un bon journaliste. On commence à entreprendre pour la liberté et la rentabilité, puis on se laisse séduire par les charmes de la croissance. On annonce 100 000 euros de CA, puis 500 000. On fête les 1 million et on pousse à 2 millions. Quelques années plus tard, on fait un bilan. On se rend compte que la liberté a disparu et que les années sont passées. On se rend compte que la rentabilité a diminué et que les emmerdes se sont multipliées. Alors on décide de lever le pied. Pourquoi tu as décidé de lever le pied et à quel point cette croissance a pénalisé ton style de vie? Alors déjà, je vais clarifier le lever le pied, parce qu'on peut le comprendre en fait de plein de manières différentes. C'est pas vraiment d'ailleurs lever le pied, c'est plus lever le pied sur une des pédales. Parce que lever le pied, ça sous-entend en fait j'abandonne toute ambition, tu sais, toute volonté de croissance. Et je suis en chaussons dans mon canapé ou dans ma piscine, je profite, tu vois. C'est très bien d'être en chaussons. C'est très bien. Lever le pied, c'est en fait c'est changer de pédale. Et c'est te dire en fait il y a deux types d'accélération possibles. Il y a la course effrénée, sans réflexion, qui du coup t'épuise. Le sprint en fait. Et il y a le marathon, quoi. Le truc, tu vois, je me dis en fait quelle est ma vision, où je veux aller, quel impact je veux avoir à horizon 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Alors pourquoi t'étais épuisé? Alors, en fait, si tu veux, le système de croissance infinie que nous on avait à l'époque, c'était toujours plus d'acquisition. Systématiquement, plus de visibilité, notoriété, donc création de contenu, une sorte de, tu vois, de boucle. Alors on parle beaucoup de la rat race, tu sais. Le mec, ils disent, ouais, quand t'es salarié, t'es dans la rat race, tu cours, métro, boulot, dodo, machin. Mais en vrai, parfois, quand t'es entrepreneur et que t'as une boîte qui est en croissance, t'es aussi dans une putain de rat race. Ouais. Et tu cours, tu te lèves le matin, faire l'acquisition. Le lendemain matin, faire l'acquisition. Pour faire l'acquisition, il faut poster. Pour poster, il faut créer du contenu, etc. etc. Ouais. En fait, t'es enfermé dedans. Et puis, ta seule préoccupation, au bout d'un moment, c'est le volume. Et plus ton produit. Et ça, tu vois, c'est un peu un non-dit. Alors nous, on a toujours eu un bon produit qu'on a mis à jour régulièrement. Mais à mon sens, le principal levier de marketing, c'est un bon produit. C'est un excellent produit, tu vois. Et malheureusement, dans le game de cette croissance infinie sur ce type de produit, t'es pas incité, t'es pas incentivé en fait à avoir un excellent produit. T'es incité à avoir un bon produit qui résout une problématique, qui apporte une transformation, qui permet aux gens de passer de A à B. Ouais. Mais t'es surtout incentivé à être visible. Pourquoi? Parce que c'est un produit que tu vends une fois. Bien sûr. Donc si les gens sont contents, ils parlent de toi, etc. Mais ton but, en fait, c'est... t'as pas de notion de récurrence, etc. Mais tu trouves qu'il y a quand même beaucoup ce levier de la recommandation parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, avec justement la démultiplication qui pousse comme des champignons d'offres justement d'accompagnement, accompagnement LinkedIn, accompagnement business, accompagnement tout le monde fait ça, ou en tout cas il y en a 1 million. Et donc il y a une certaine méfiance légitime de la part des particuliers ou des entrepreneurs qui veulent se faire accompagner. Et donc maintenant, quand tu t'engages toi-même ta responsabilité, quand tu as suivi un accompagnement, et même si tu en as été relativement satisfait, bah, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu cette crainte que, ouais, mais pour moi ça a marché, mais je suis pas sûr que ça marche pour l'autre, donc j'ai pas forcément envie de lui parler de ce que j'ai fait ou de l'accompagnement, ou bien je peux lui dire, ouais, c'est bien, mais je sais pas si ça va te correspondre. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, la recommandation, ça peut rester un levier d'acquisition number one? Alors pour moi, ça va devenir un des plus gros leviers d'acquisition. Le marché, il a beaucoup bougé ces 2-3 dernières années. Parce que, comme tu le dis, justement, les offres sont développées. Tout type d'offres, tout type de produits, tout type de services. Et ça a renforcé, du coup, de manière logique, le scepticisme et le manque de confiance des gens de manière globale. Donc on est dans un changement de paradigme, tu vois, où on va de plus en plus aller vers des choses quali avec de la reco, du bouche-oreille, etc. Ça, c'est certain. C'est évident, même pas un postulat et tout, c'est évident. Bien évidemment, il y aura encore un game d'acquisition, mais
ton bouche-oreille et tes résultats générés, etc., vont faire partie de 80% de ta machine d'acquisition. Mais c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile. C'est plus lent, c'est pour ça que c'est moins utilisé en fait, et qu'on se dit, tiens, je vais faire de la pub, je vais faire des challenges, je vais faire des machins, c'est un truc, tu vois, tout le monde est dedans. Le point qui est complexe là-dedans, dans tout type d'accompagnement d'ailleurs, où tu dois générer une transformation et aider quelqu'un à passer d'une situation de départ à sa situation désirée, c'est qu'en fait, t'as pas la main sur l'ensemble du processus. Ouais. Et ça, c'est un truc d'ailleurs, alors ça fait partie de tous les non-dits du milieu et tout, tu vois. Tu peux avoir le meilleur accompagnement possible si le type en face ou la fille n'implémente pas ou implémente Exactement. mal, il n'y a pas les résultats. Donc il y a deux paramètres. Il y a plusieurs paramètres, mais tu as le niveau de compétence de la personne qui va déterminer sa capacité à passer à l'action, à générer du résultat, etc. Tu as son niveau d'implication et tu as l'état du marché. Le fait de dire en fait, je vais t'aider à développer ton activité ou je vais t'aider à développer ton audience ou j'en sais rien, est-ce que le marché est prêt Le pour marché ça de ton client, Le du marché coup, de ton client, Mm. est-ce qu'il est prêt pour ça? Est-ce que ton client va mettre les inputs nécessaires pour passer à l'action et suivre tes recommandations? Et est-ce qu'il est assez bon, ton client, pour générer du coup de la satisfaction? Est-ce qu'il a un bon service derrière, etc. Est-ce qu'il va délivrer, quoi. Et ce qui est compliqué, c'est ça. C'est qu'en fait, toi, t'as pas la main là-dessus. Donc, t'as beau faire tout ce que tu veux, au bout d'un moment, les 100% de performance, tu peux pas aller chercher, c'est pas possible. En tout cas, de NPS ou de résultats. Ouais, c'est impossible. Mais du coup, comment est-ce que tu fais pour définir une promesse? Parce que construire ton offre, il faut bien qu'elle réponde à un besoin et qu'elle soit formulée selon une certaine offre. Si derrière, t'as aucune, entre guillemets, garantie que la personne va atteindre les résultats escomptés à cause de facteurs qui sortent de ton champ. Ouais, t'as de mis le compétences. doigt sur le gros problème actuel, et c'est pour ça que nous, on a arrêté ce type d'acquisition et tout. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, ça devient insensé. Parce qu'on te demande de faire des promesses. Alors nous, on n'a jamais fait de promesses délirantes, tu vois. On est très terre à terre, très cash. Je pense que tu vois dans notre marketing. Gestion de patrimoine, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc voilà. Mais néanmoins, le problème de ça, c'est qu'en fait, toutes les offres, du coup, se ressemblent. Et que le flux de clients va à celui ou celle qui a le marketing le plus agressif. Et par définition, le moins corrélé de la réalité. Tu vois, de la réalité de ce qui se passe ses vraiment, clients. en fait. Tu vois, il va se passer ça, il va t'arriver ça, tu vois, ça va être génial. Tu vas atteindre tel type de résultat, etc. Ouais, donc c'est celui qui fait le plus miroiter le côté positif. Il y a une surenchère constante. Donc en fait, toi, tu te bats. Alors, bien évidemment, tout le monde ne le fait pas, tu vois, mais tu te bats contre des gens qui font des promesses délirantes. Donc en fait, nous, on call, parce que je fais beaucoup de calls à titre perso, parce que c'est comme ça aussi que tu améliores ton produit, que tu réponds grâce à ton marketing, que tu t'intéresses aux gens, etc. Tu te bats contre des promesses complètement folles. Donc en fait, quand tu as tes prospects en call, ils disent ouais mais attends, t'es mignon, mais moi à côté on me propose 3 fois plus. Tu m'as dit que pour 3 fois moins j'aurais 3 fois plus. Pour 3 fois moins d'investissement, machin, ou de temps, j'aurais 3 fois plus. Ouais mais toi tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Ok, vas-y, c'est bon. Et du coup comment est-ce que tu contrecarres ce problème? Ils y vont. Je contrecarre pas, ils y vont. Après, non mais du coup comment après, ils reviennent. Après ils reviennent parce qu'ils se sont rendus compte que ça marchait pas. Quoi. Mais ils ont plus de confiance du coup, donc ils sont encore plus chiants, tu vois. Mais c'est logique en fait. Je veux dire, on te fait une promesse. T'as une situation qui est douloureuse. Tu te dis il faut que j'en sorte. On te fait une promesse de fou. Bon, t'y vas. T'es déçu. Le prochain qui te fait une promesse similaire, tu te dis coco arrête. On me l'a déjà faite celle-là, c'est faux. Donc finalement pour toi il faut plus se recentrer vers les promesses moins fortes. 200%. En fait, il y a un truc, tu vois, on parlait de surenchère et tout, sur tous les accompagnements, je mets la formation tout inclus dedans, il y a le truc offre irrésistible, les promesses de folie, etc. Et en fait, ça, à mon sens, ça ne fait que renforcer le scepticisme des gens, d'une catégorie de personnes. Tu vois, tu as toutes les personnes qui découvrent ça, qui ont les yeux comme ça, émerveillés, qui se disent ok, j'y vais. Et si c'est des personnes averties, ça les rebute. Si des personnes averties, elles se disent mais attends, arrête tes conneries, c'est pas possible. En revanche, une promesse simple, crédible, tu vois, et une offre simple, pas une offre irrésistible. Faut arrêter avec ces trucs, je sais que ça marche bien, mais parce que Hormozy, qui est un goat du marketing, un génie absolu, parlait des offres irrésistibles, et du coup tout le monde s'est dit en France, on va faire des offres irrésistibles. Donc en gros, t'as ça, et puis je te mets ça à bonus, ça à bonus. Non mais la théorie de l'offre irrésistible, elle est bonne, je veux dire. La théorie est bonne, c'est juste que l'application, l'implémentation qu'on en fait globalement sur le marché français, c'est too much, tu vois. Et même nous, on est tombé dedans, dans ces écueils-là, tu vois. Oui, mais ça, je pense que c'est aussi dû aux différences culturelles entre l'Amérique et les États-Unis, où aux États-Unis, ouais, grosse promesse, mais vas-y, let's go, je vais tout donner, je vais mettre ma baraque en hypothèque s'il le faut, et je vais y aller. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus doucement. Aux US, ils ont accès au crédit comme ça, claque des doigts, ils ont 20K, un gros mastermind, etc. Et ça a ses travers, hein. Mais... Ouais, et puis en France, on a aussi la culture de l'éducation gratuite. Ouais. C'est-à-dire en France, quand tu vends de l'information, et l'information, on y reviendra après, mais pour moi, c'est quand même la clé pour réussir. En France, quand tu vends de l'information, t'es un escroc.
C'est scandaleux parce que ça devrait être gratuit en fait. Mais je sais pas si tu vends de l'information ou si tu vends l'implémentation de cette information par rapport à ta situation. Pour moi, tu vends deux choses. C'est soit l'information, soit l'implémentation. Et l'information, elle est cruciale parce que c'est ce qui va modifier ta perception. C'est en fait, il se passe quelque chose dans ta vie et ton niveau d'information va déterminer la perception que tu as de cet événement. Ce qui veut dire qu'en fait, le volume d'information, la qualité de l'information que tu reçois va te donner davantage de clairvoyance et donc te permettre de repérer des opportunités, de ne pas faire des erreurs. Et donc finalement, les créateurs et les entrepreneurs qui aujourd'hui font des promesses à outrance, ils flinguent le marché parce qu'ils créent une vague d'informations, un flux d'informations qui biaise la perception des particuliers vis-à-vis de ce qui est réaliste et ce qui est attendable en termes de résultats. Ouais, complètement. Mais encore une fois, c'est presque... dans les dynamiques de marché, en fait, c'est presque logique. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu as un brouhaha, faut créer un signal différenciant, donc tu vas en mettre un peu plus, etc., etc., etc. Et donc au final, tu arrives sur un truc. Là, si tu regardes, je sais pas, tu ouvres Instagram, tes stories, les pubs entre les stories, là, les promesses, c'est n'importe quoi. En gros, c'est gang de plus en plus, on en fout de moins en moins, avec de moins en moins de connaissances. Et t'inquiète, c'est garanti. Et du coup, dans ce cas-là, comment est-ce que toi, alors avec initialement le Sales Lab, puis après Shift, et maintenant Revenu Masters, quel était le business model en place avec, commençons par Sales Lab, je crois que c'était très différent avec Shift, mais quel était le système d'acquisition? Donc tu le disais, ça reposait beaucoup, tu construis un bon produit, un produit d'accompagnement qui délivre une certaine promesse. Là, pour le coup, c'était quoi exactement la promesse et quel était le business model, tout simplement? Ouais, sur le Sales Lab, on accompagnait les sales, sur tout le scope, en fait, prospection, closing, etc. Et en fait, en parallèle, quand je documentais tout ça, je créais du contenu sur LinkedIn et je me suis rendu compte de la force de frappe de LinkedIn pour faire de l'acquisition. Et à côté, je vendais un peu de consulting sur justement la partie sales, acquise, conversion, etc. qui m'a toujours intéressé. J'ai toujours été un fou des tunnels, conversion, etc. Bronson. Ouais, à fond, enfin, tous ces trucs-là, j'ai toujours adoré. Donc voilà, et je me suis rendu compte de la puissance de LinkedIn. Donc en fait, dans l'accompagnement sales, on a commencé à mettre... un peu plus de création de contenu pour justement créer de la confiance et faire un pont entre le market et le sales, qui sont toujours un peu en guerre dans les boîtes et les startups, mais qui finalement ont besoin de cohabiter. Ouais, ont la même target, tu vois. D'ailleurs, ça m'a toujours fait marrer ce truc, ces combats entre les deux, alors qu'en fait, t'as un pôle, tu vois. Ouais, je comprends. Enfin... Bah, c'est pour ça qu'il y a des CMSO, je sais plus, ou des Chief Marketing Sales Officer. Il y a des acronymes de ouf. Donc voilà, et nous l'acquisition c'était du contenu, c'est-à-dire en fait moi je partais du principe que je voulais pas faire de pub, ça me saoulait, faire sortir du budget, ça me gonflait. Je me suis dit je vais créer du contenu, je vais filer plein de conseils gratos, et au bout d'un moment les gens vont me dire bah écoute tu m'apportes de la valeur, je suis prêt à te payer pour en avoir plus. La théorie sur le papier c'est ok. Ouais, c'est le truc le plus simple, et en fait c'est ce qui s'est passé. Donc c'est bien développé. Alors juste du coup c'était comment le funnel quel était-il? Donc tu crées du contenu, mais après c'est quoi? C'est une page de vente, c'est des appels de vente, c'est quoi? Ouais, à l'époque en gros le funnel c'était simple, c'était découverte sur LinkedIn à travers les contenus, sachant qu'on n'était pas beaucoup à poster. C'était l'âge d'or de LinkedIn, donc c'était... C'était quoi, 2020 2021, un truc comme ça, 2020, 2021, ouais. Donc c'était dingue. On reparlera de l'état de LinkedIn aujourd'hui. Ouais. Ensuite, visite du profil LinkedIn, que nous on avait conçu à l'époque, on a créé une méthodologie qui s'appelait le Landing Selling Profile, c'est un profil LinkedIn optimisé pour convertir. Comme une page de vente. Exactement. Donc on a lancé ce concept de page de vente LinkedIn, tu vois, qui poussait vers un call to action qui renvoyait vers une page de vente, une vraie page de vente externe, avec prise de rendez-vous, un tunnel. Donc d'appel, quoi. Ouais, appel de vente. Live, visio, les fameuses 30 minutes de coaching offertes, qui font partie du sales process, mais que tout le monde cache en mode t'inquiète, je vais juste te coacher. Ouais. Par contre, à la fin, je te facture la suite. En vrai, c'est la classique, tu vois. Mais normal, c'est le game. Donc on faisait ça et ça marchait du feu de Dieu. C'est-à-dire, littéralement, à l'époque, on en parlait avec mon frère il y a quelques temps, là. À l'époque, tu faisais un post, t'avais 7 rendez-vous bookés dans la journée. Nous, on avait un Slack avec un petit Zapier qui shootait un truc, nouveau rendez-vous booké. Dès qu'on faisait un post, dans les 3 heures, ça tombait dessus. Ah ouais, insane. Et là, je me disais... Quel délire. Et après, avec quel taux de conversion? 50% à peu près derrière. Ah ouais, solide. Ouais, donc c'était franchement... Donc c'était des leads bien qualifiés en plus. Ah ouais. Mais oui, en plus, ils te connaissaient de LinkedIn, donc ils étaient déjà convaincus. Et alors, ça faisait combien de temps que tu publiais sur LinkedIn avant de mettre en place ce entonnoir, ce funnel? Franchement, je l'ai mis dès le début. Et ça a mis 2-3 mois à marcher. Mais il n'y avait pas autant de monde que maintenant. Non, et c'est marrant que tu dis ça parce que pareil, moi je me suis lancé mi-2022, un petit peu plus après toi. Il y avait quand même encore moins de monde qu'aujourd'hui.
Et j'ai mis aussi 2-3 mois à avoir mes premiers DM de tu peux m'accompagner, tu peux machin, etc. Je pense que c'est une période assez. Enfin, c'est une durée, on va dire, relativement standard. J'ai l'impression, quand je parle avec d'autres créateurs, c'est pour avoir tes premiers clients, c'est 2-3 mois de création de contenu. Alors, forcément, si tu publies 3 fois par jour, si tu publies une fois par semaine, ça va prendre plus ou moins de temps, quoi. Mais... Ouais, et puis ça dépend aussi de ton approche. Si ton approche est différenciante et que tu apportes de la valeur, en fait, en 3-4 posts, c'est vrai. Tu peux trigger les gens, tu vois. Mais faut être bon en hook, faut être bon en copie. Il faut être bon en hook, il faut être bon en contenu, il faut apporter de la fraîcheur. En fait, le problème quand tu as un signal, quand tu as des signaux qui se mélangent et qu'il y a une sorte de brouhaha constant, c'est que tu dois te différencier. Et soit tu te différencies en parlant plus fort, soit tu te différencies en parlant de manière plus intelligible et en racontant des choses moins connes, voire plus intelligentes. Et donc ce truc de marketing sur enchère, etc., c'est parler plus fort. C'est ce que plein de gens font. Et c'est OK. Mais si tu décides de parler intelligemment, tu vas attirer moins de personnes, mais tu vas attirer des personnes plus qualifiées, qui seront prêtes à passer à l'action. Et le gros gap, à mon avis, le changement de paradigme qui est en train d'arriver sur LinkedIn, là, ça va être justement ça. C'est-à-dire, OK, on arrête les trucs, les catchlines insupportables, j'ai tout perdu, 3 petits pains, ouais, j'ai perdu ma clé USB, enfin, toutes ces conneries, tu vois. On va arrêter ça, parce que les gens sont pas dupes. Et en fait, le meilleur hook, ça va être ta tronche, ton nom et ton prénom. C'est-à-dire, en fait, si tu apportes de la valeur, les gens, la prochaine fois qu'ils vont voir ton nom et ton prénom, ils vont se dire, OK, ça m'intéresse, je clique, je regarde, je consomme. Et donc, à mon sens, il y a un switch qui va s'opérer petit à petit de la visibilité vers la qualité du contenu, de ce qu'on appelle la valeur, filer des conseils, vers les insights. Les insights, c'est un truc plus capé. Tu montres aux gens où regarder, t'apportes des shifts en fait, de pensée, de manière de voir les choses, etc. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, la valeur pure et dure, une IA te la pond, tu vois. Ouais. Ce qui est intéressant, ce que les gens veulent, c'est faire appel à ton levier de jugement, à ton expérience, et entendre des choses qu'une IA pourrait pas sortir. Ça, c'est difficile, hein. Ça demande de la réelle une expérience réelle, en fait. Voilà. Mais donc, pour juste revenir sur la partie business model du Sales Lab, donc c'était création de contenu qui emmenait vers une page de vente, qui elle-même emmenait vers un appel de closing. Quel était le prix du produit, de l'accompagnement, et c'était sur combien de temps ? C'était 1005. Il n'y avait pas de temps. Tu consommes les contenus. C'était quoi la promesse ? La promesse, pendant un moment, c'était de prospecter moins et de closer plus. Donc, c'était déjà à l'époque de relativement faire du volume. Ouais. C'était volontaire, quoi. Prospecte moins, close 3 fois plus. C'était un truc un peu comme ça. Ouais. Bon. Ok. C'était le hook, tu vois. Ouais. Et après, nous, on est toujours très terre à terre, tu vois, en mode mais il faut faire ça, Ouais, et arrête de croire ça, etc. Ouais. Donc voilà. Ah, mais c'était pas une offre irrésistible en mode multiplie par 3 ton CA en 90 jours. C'était pas un truc comme ça. Par contre, les gens voyaient les conseils, ils savaient ce qu'on publiait, etc. Ça les intéressait. Et après, dans l'approche, c'était OK, arrête de prospecter 2000 personnes et tout, prends des petits badges de personnes, crée un vrai message pertinent, apporte de la valeur, etc. Construire une relation et close. Et du coup, ça marchait en fait. Et ça marchait comment ? Bien, ça faisait combien Notre de programme, tu veux dire, ou ce qu'on vendait alors non, vous directement vous, d'un point de vue chiffre d'affaires mensuel, régularité. Ouais, je crois qu'on a fait j'ai plus les chiffres en vrai, je vais pas dire de conneries, mais en fait on avait à la fois ce programme là qui était quasiment un produit digital, et à côté on montait des tunnels pour des boîtes. Ok, donc c'était un autre service qui a rien à voir, quoi. Ouais, et enfin c'était lié à la conversion de manière globale. Et c'était plus rentable que ça prenait moins de temps, mais c'était plus cher. Donc c'était encore plus rentable que le produit. Les funnels, la création de funnels. C'était ouf. Ça, c'était vraiment. Et pourquoi qu'est-ce qui prenait du temps dans le Sales Lab ? C'est qu'en fait, il fallait créer du contenu, prendre des gens, appel de coaching, les rassurer, machin, process, truc. Ça entrait pour 1500 balles à l'époque, tu vois. Et puis du suivi en cas de besoin, répondre aux questions. Donc il y a quand même un peu de. Mais une fois qu'ils étaient dedans, c'était 100% passif pour vous, il y avait quand même du suivi. Non, il y avait quand même du suivi, tu vois. On voulait savoir ce qu'ils faisaient, où ils en étaient, il fallait répondre aux calls, aux mails, etc. Donc il y avait un peu de support derrière. Alors que tu as une boîte qui venait pour un tunnel, voilà, c'est 40 000, on vous livre le tunnel, on bosse quelques jours dessus, c'est plié. Donc... Ouais, mais ça c'est parce que, je sais pas, quelle est ta vision, ça m'intéresse ça, entre le B2B, vraiment où tu parles à des boîtes, des PME, etc., et le B2B/C où c'est des entrepreneurs ou des pseudo-entrepreneurs. Comment est-ce que tu le perçois, toi ? Est-ce que pour toi, t'adresser à du B2B, c'est pareil que t'adresser à des entrepreneurs ou pas du tout ? En vrai, pour moi, les entrepreneurs qui t'achètent... Alors, c'est une bonne question, en vrai, parce que moi, je les considère comme du B2C. Ouais, moi aussi, beaucoup. Mais en vrai, j'ai presque envie de dire qu'on s'en fout, finalement, de la définition. Ouais, mais il y a quand même cette conception de...
justement par rapport à l'acquisition, la valeur de l'argent, le coût d'investissement, et comme tu l'as dit, une boîte, elle peut lâcher 40K, bon je sais pas, ça dépend des boîtes, mais une boîte, elle va beaucoup plus facilement lâcher même 10 000 euros pour un funnel ou pour je sais pas quoi, une page de vente, etc. Faire lâcher même 5 000 euros, même 3 000 euros à un entrepreneur, il faut lever des montagnes. Tout dépend de l'intensité de la problématique et tout dépend du pouvoir d'achat de la personne que tu as. Là, actuellement, je bosse avec des solopreneurs et solopreneuses en individuel et qui sont prêts à payer très très cher parce que les problématiques qu'on règle sont très douloureuses et qui a généralement un impact sur le CA direct. Donc en fait, c'est pas déconnant. Mais parce qu'ils sont déjà un petit peu avancés. Ouais. Donc en fait, c'est pas une question de B2C, B2B, c'est plus une question de niveau d'avancement des personnes et d'intensité du problème que tu résous. En fait, c'est les deux critères. C'est est-ce que le problème que tu résous est intense ou pas et quel est le pouvoir d'achat de la personne. Complètement, bien sûr, complètement d'accord. C'est juste les deux critères qui vont déterminer ça. Donc c'est moins une question. Donc logiquement, les boîtes ont plus de budget. C'est ça. Voilà. Et juste à toi de trouver le problème douloureux de la boîte. Voilà. Donc finalement, vous avez, c'était un produit environ à 1500 euros. Il y avait beaucoup d'acquisitions, création de contenu, funnel, appel, création de contenu, appel, funnel, et on recommençait. Ouais. C'était quoi l'avantage de ce modèle et aussi l'inconvénient ? L'avantage, c'est que ça reste rentable, surtout quand tu fais du volume, parce qu'après, on est beaucoup de bouche à oreille. Vous aviez aucun coût ? On n'est pas trop de coûts, non. Au début. Ok. Mais après, on a commencé à se structurer, prendre des gens. Ah, ok, pourquoi ? Organiser des challenges, animer des choses, lancer les communautés, prendre des partenaires, faire de l'affiliation. Enfin, on a commencé à monter un mouton à 8 pattes. À 8 pattes, ouais. Parce qu'on voulait de la croissance. Et en fait, on n'a pas fait gaffe. C'est pas qu'on a mal géré la trésor, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, tu dis j'ai deux jeux. Soit je joue au jeu du CA et j'irai chercher ma renta après. Soit je joue au jeu de la renta tout de suite. Et ça implique du coup moins de croissance ou une croissance plus mesurée. Et on n'a pas trop réfléchi. On s'est dit, allez, on y va. Et puis en plus, ça a été marqué quand même dans la vision, c'était pas que faire du cash. C'était qu'en fait, on a commencé du coup à accompagner des freelances qui se développaient en leur conseillant du coup nos propres tunnels qui marchaient bien. Et on a eu des success stories de ouf, vraiment de ouf, qui, moi, m'ont touché à titre perso humainement, qui m'ont marqué. Des gens avec qui je suis encore en contact, pas quotidiennement, mais tous les mois, tu vois, toutes les semaines quasiment. Et il y a une lumière qui s'est allumée, tu vois. On s'est dit, putain, attends, c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, tu vois, des freelances qui démarrent, c'est très compliqué de les aider à performer, puisqu'il y a les 3 critères dont on parlait tout à l'heure qui rentrent en compte. Niveau de compétence, état du marché, etc. Donc, tu as une grosse responsabilité. En revanche, quand ça fonctionne, c'est life changer. Complètement. Littéralement, tu vois. Complètement, donc, en fait, moi, j'étais porté par ça, sans me dire, ouais, mais dans le lot, il y a aussi des gens qui vont rien foutre. Ils vont pas obtenir des résultats, etc. Et du coup, c'était plus de taf pour aider ces personnes-là, plus de pression, etc. Et j'étais de moins en moins à l'aise, tu vois, avec cette vision de... on les prend, parce qu'on sait que le programme est charmé, ils vont kiffer, tu vois. Mais on sait pas l'input qu'ils vont mettre derrière. Et on sait pas si on veut s'assurer de ça, il faut facturer plus cher. Puisque mon prix en coaching à l'heure, il a commencé à péter avec le temps. Donc je pouvais pas leur facturer ça. Et puis, on connaissait pas l'état de leur marché, etc. Tu vois. Donc, on a commencé à mettre des conditions pour l'entrée, faire un minimum de temps, avoir déjà signé des clients. Et pourquoi est-ce que vous ne faisiez pas peut-être un programme un peu hybride avec des coachings de groupe pour limiter l'impact sur votre temps ? C'est ce qu'on faisait. C'était inclus dedans, en fait. Après, sur Shift, quand on est passé du Sales Lab à Shift, on avait des coachings de groupe chaque semaine, etc. Mais encore une fois, on était de moins en moins à l'aise avec ça. Si tu veux, même si tu as un très bon produit, au bout d'un moment, tu as des personnes qui ont besoin de quelqu'un derrière qui leur botte le cul, qui résout des problématiques spécifiques, et puis tu as aussi des personnes qui sont pas prêtes, pas matures, qui passent pas à l'action, qui n'ont pas assez de compétences. Et donc en fait, c'est pas que t'en viens à essayer de leur vendre un truc qui leur correspond pas, parce que tu vois, il faut toujours que ça fitte. Mais tu te dis, bon d'accord, c'est quoi la solution là ? Si je veux augmenter mon taux de closing, il faut que je prenne des gens, ce qu'on a fait, qui vont par définition chercher à tout closer. Donc pas se poser la question de, mais est-ce que cette personne-là va vraiment passer à l'action ? Encore une fois, la question c'est pas, est-ce que le produit est bon ou pas ? On avait un bête de produit, tu vois. C'est juste que, pour qui il est bon ? Il est bon pour des gens qui sont autonomes, qui ont des compétences, qui sont prêts à se bouger, etc. Tu vois. Et qui ont un marché mature. Exactement. Donc voilà, donc on a commencé à shifter un peu tout ça. Et puis moi, à côté, en parallèle, j'accompagnais encore beaucoup d'entrepreneurs déjà avancés, qui avaient déjà coché ces cases-là. Et donc forcément, les performances étaient bien plus dingues sur ces personnes-là. Les résultats, tu veux dire, obtenus ? Bien sûr. Quand ton marché est prêt... donc finalement, il y a eu un désalignement progressif entre votre mission initiale, qui était tout de même de faire obtenir des résultats à vos clients, et d'accompagner, d'avoir des transformations life-changing, comme tu dis.
vers ouais, mais finalement, on peut pas aider tout le monde. Et sauf que si on veut continuer cette croissance, on doit accepter tout le monde. Donc, c'est accepter plus de gens qui ne vont pas obtenir des résultats. Exactement. Et ça, c'était pas ce que vous vouliez, quoi. C'était inenvisageable. Combien de temps ça a duré, cette période de croissance, d'acquisition, où on fait tourner la machine En fait, pendant 1 an, ça tournait à fond. Donc, on refaisait le produit régulièrement, on faisait des mises à jour, etc. Très fréquemment. Ouais. Et puis après, on s'est posé la question de, bon, ok, what's next, tu vois, qu'est-ce qu'on va faire Et la solution, c'était d'aller chercher plus de volume, plus d'acquisition, plus de création de contenu, d'autres réseaux. Et on n'était plus aligné avec ça, tu vois. Et puis le marché, entre-temps, a évolué. Les promesses sont devenues de plus en plus folles. Donc il aurait fallu qu'on s'aligne avec ça, ce qui était hors de question. Ouais, c'était vous travestir. Ouais, et puis ça t'oblige littéralement à vendre des pioches, quoi. Et nous, on voulait pas faire ça, tu vois. Donc on s'est dit, ok, on va arrêter avant de devoir tomber dans cette crevasse, tu vois, sans fond. Je sais plus dans quel film, c'est Either you die as a hero or you live long enough to become the villain. Ouais. Voilà. Vous avez préféré mourir en héros, quoi. Ouais. Et encore mourir, voilà, vous avez bien continué, quoi. On s'est dit, on change, tu vois. Et ce changement, du coup, c'était déjà à titre perso, est-ce qu'on aligne avec ce qu'on fait. Moi, j'ai découvert d'autres modèles, j'ai pris pas mal de coaching aussi à titre perso avec des gros entrepreneurs US avancés, parce qu'ils ont toujours un peu d'avance par rapport au marché, parce que tout le monde les copie. Donc je me suis intéressé à tout ça, et en fait, j'ai découvert d'autres modèles beaucoup plus vertueux, à la fois en termes d'impact sur les personnes que tu accompagnes, à la fois en termes de curiosité intellectuelle, de jeu de neurones, sur des thématiques plus avancées, plus complexes, qui t'obligent, toi, à te remettre en question, à apprendre constamment, et pas simplement à faire ton acquisition, tu vois. Et en fait, et en termes de rentabilité. Rentabilité pure pour toi. Ouais. Ok. Vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, je schématise. Bon, il y en a qui vont hurler sur les prix, on s'en fout. Mais quand tu accompagnes, je sais pas, tu prends un solopreneur avancé qui a une problématique structurelle pour passer de, je sais pas, 200 000 € par an à 600 000 € par an, bah lui, il est chaud de payer 3 heures de coaching à 750 € hors taxe pour débloquer cette problématique-là. 750 € les 3 heures ? Non, l'heure. Oui, ok, ouais. Donc voilà. Mais bon, après, je sais que maintenant, les prix, c'est un peu un truc qui fait hurler, tu vois. Il n'y a pas de sujet, en fait. Parce qu'il y a une target, et du coup, c'est une question de ratio entre ce que tu investis dans une solution pour résoudre une problématique qui va te rapporter beaucoup plus. C'est tout le sujet du principe du 1 degré de l'avion. Ouais, exactement. Tu sais, où juste tu fais piloter, exactement, tu fais dévier de 1% son business, mais si il fait 200K, bah, ça lui rapporte 2K, en fait, tu vois. Exactement. Et j'ai plein, du coup, maintenant d'exemples sur ce nouveau business de personnes, tu vois, à qui j'ai dit, t'as pensé à ça, à le faire comme ça ? Juste 3-4 mots, tu vois. On réajustait, on mettait en place une strat et tout. À la fin du call, c'était un mail shooté. Et derrière, c'était 30-40K d'upsell sur des clients existants ou de nouvelles entrées dans le tunnel, enfin, tu vois. Ouais, donc finalement, cette course à l'acquisition constante, vous vous êtes dit, bon, ça nous correspond plus. C'est plus ce qu'on veut faire, c'est plus aligné avec nos convictions, notre objectif. Du coup, tu veux switcher vers un modèle qui est moins dans l'acquisition et plus dans la rétention. Donc, c'est quoi un petit peu ce nouveau business model ? Là, tu parlais de Revenue Masters. C'est quoi un petit peu le business model ? Comment ça fonctionne ? Et c'est quoi la promesse aussi ? Ouais, en fait, je prends des entrepreneurs avancés avec un minimum de CA requis. Combien ? Qui est encore en 70-80 000. Ils sont encore en réflexion parce que ça dépend d'autres paramètres, c'est pas que le CA, tu vois. Donc c'est des entrepreneurs qui ont déjà un petit peu un market fit, ou en tout cas qui ont un produit qui marche. Ouais, et qui sont bons généralement, parce qu'ils font ça depuis quelques temps, ils génèrent des résultats. Enfin, je prends pas des touristes qui sont juste bons en acquisition, tu vois. C'est plutôt des profils qui font ça assez récemment, c'est-à-dire des, entre guillemets, soit pas des petits génies, mais voilà, des gars qui ont progressé rapidement, ou c'est des gens qui sont à ce niveau-là depuis 5 ans, 10 ans Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que je regardais justement hier soir, mon persona moyen, c'est 40-45 balais. Ah ouais, ok, donc c'est un petit peu plus âgé que ce que je pensais. Un peu plus avancés, qui ont une vraie expertise. Et qui font ça depuis longtemps ? Bah, qui ont parfois bossé 10-15 ans dans des grosses boîtes. C'est ça, ok. Et qui se sont dit, ok, fuck off, donc ils se sont lancés, qui avaient du réseau des clients, mais qui maintenant n'ont pas les compétences market, acquisition, funnel, etc. et renta au global pour construire un biz optimisé en termes de temps passé versus revenu, prédictabilité, etc. Ouais, ok. Donc moi, en gros, c'est ça, mais ce que je leur propose, en gros, c'est l'accès au programme Revenue Masters, c'est un abonnement mensuel, en gros, c'est un membership, et dans ton membership, tu as tous les mois accès à un workshop où je prends une thématique d'acquisition, conversion, peu importe, que je défonce en long, en large, en travers, et que je leur présente pendant 1 heure avec questions-réponses. Exemple de concept, ça peut être l'autre jour, on était sur la partie Banger Offers, comment justement construire une offre qui se différencie dans un moment où tout le monde fait des offres irrésistibles, etc. Autre concept, Audience Friendzone, comment tu fais pour faire des contenus
où t'évites de te faire friendzoner, bah, je crois que tu sais de quoi je parle. Parce que Ouais, tout à fait, tout à fait, t'as tout à vu le fait. contenu. Donc voilà, donc je produis un workshop tous les mois. Ils ont une session individuelle de coaching avec moi pendant 1 heure. Ils ont accès à un groupe entre eux pour discuter, échanger, etc. Et une session collective, intelligence collective, où on bosse. Et ça, c'est du récurrent tous les mois. Donc en gros, tu vois, c'est des gens qui avancent, qui m'ont au cul 1 heure par mois pour voir l'avancement, comment ça va, ce qu'on fait, ce qu'on modifie, ajuster les KPI, etc. Définir les strats, qui en plus de ça participent au workshop et qui ont accès à une session. Et puis là, j'ai rajouté un petit WhatsApp support en cas de besoin de groupe. Le coaching personnalisé, c'est une fois par mois? Ouais, c'est 1 fois par mois. Ok, en one-one, Ouais, avec toi, exactement. avec tout le monde. Ok. Ouais. Et donc tu dis c'est un abonnement, c'est un Ouais. membership, ça compte combien? 750 pour l'instant. Le prix va monter petit à petit. Mais Par mois? j'ai commencé relativement bas pour. Je voulais tester le produit, voir s'il plaisait et tout. Et force est de constater qu'il y a une super traction. Ouais. Donc je m'étais dit, je fais rentrer 20 personnes, je lock. Ouais. J'ai fait rentrer 20 personnes, j'ai locké. Alors pareil, ça c'est un vrai point. Ce truc de place limitée, tu vois, Ouais. que tout le monde a bullshité pendant longtemps. Ouais. Quand tu le fais vraiment, ça choque les gens. Tu vois, j'ai dit il y a 20 places. Et les personnes qui m'ont contacté au-delà de ces 20 places, je leur ai dit non. Elles étaient outrées, tu vois. C'était limite genre shut up, take my money. Tu prends pas mon cash. Et ce qui est ouf en fait, c'est que du coup, la vraie scarcity, ce vrai truc de c'est limité, crée une sexiness et une désirabilité qui est ouf. Mais alors attends, ça c'est super intéressant ce que tu dis, mais auprès de qui ça l'a créé? Parce que certes, cette personne-là, bon, elle s'est fait tège, mais j'ai presque envie de dire, comme tu dis, c'est outré. Du coup, est-ce que derrière, elle reviendrait? Ouais. Ils reviennent les gens? En fait, j'ai fait une liste d'attente pour l'instant. Et dès que j'ouvre des places, je ferai les créneaux, tu vois. En fait, le but de ce business, c'est de me baser uniquement sur la rétention, et pas sur l'acquisition. L'acquisition va se faire toute seule par le bouche-oreille, puis par mes contenus, tu vois. Mais je vais pas me focus sur ça. Donc voilà. Le point, c'est qu'en fait, quand tu as un business de rétention, ton seul taf, c'est de faire kiffer les gens, de leur apporter de la valeur et de leur apporter de la perf. Ouais. Ce qui veut dire qu'en fait, alors déjà maintenant j'ai un modèle où il n'y a aucun sales call. Donc je suis passé de 1000 sales calls par an à 0. Et ça, en vrai, que c'est quand même c'est magique. C'est-à-dire, en fait, c'est un Google Doc, enfin un Notion Doc maintenant, ça a évolué. Je l'envoie, t'as ce qui se passe. Si t'es intéressé, tu m'envoies go par mail. S'il y a de la place, je te mets un accès. Sinon, c'est waitlist. Et dès qu'il y a une place qui se libère, je t'écris et on y va ensemble. Donc c'est quand même un truc qui est... 750 balles par page de vente, c'est un peu tricky. Et bon, après, en fait, pourquoi je... Parce que tu vois, t'as un peu le low mid-ticket. Ouais. Okay, pour moi, low ticket, c'est moins de 500 balles. Mid-ticket, c'est entre 500 et 1000. Et le high ticket, c'est plus de 1000 balles. Enfin, moi, je le vois comme ça. Le mid-ticket, je trouve que c'est un énorme... piège, c'est une énorme galère. C'est pas assez cher pour faire du closing, c'est trop cher pour que les gens achètent sur une simple page de vente, mais t'arrives quand même à le faire sous forme d'abonnement. Donc, comment ça se passe un petit peu le persona pour que quelqu'un achète sur une page de vente à 750 €? Il doit y avoir un niveau de qualification assez avancé. C'est des personnes qui te suivent depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, ou il y a quand même des gens qui t'ont connu assez récemment? Ouais, alors c'est une bonne question. En fait, il y a 2 systèmes. Soit tu as un système où tu dis je crée du contenu, je mise sur ma notoriété, mon autorité, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça marche bien. Soit tu as un système où tu dis je fais une entrée low ticket. Ouais. Et c'est ce que je vais aussi essayer de mettre en place, que j'ai fait pour d'autres personnes et qui marche bien. Donc je l'ai pas encore fait à titre perso, donc je vais l'implémenter. C'est mettre du low ticket, c'est-à-dire tu rentres facilement, on te découvre, on voit ce que tu fais, on s'habitue à ta tronche, à ton expertise. C'est pas parce que tu fais avec les workshops? Ouais, plus ou moins. C'est plus ou moins ça, sauf que là, ça va vraiment être systémisé, organisé, etc. Je l'ai fait en fait avec le workshop, effectivement. C'était 100 balles pour 1 heure. T'as accès aux workshops, etc. Et ça marchait bien. Maintenant, je l'ai pas scalé, je l'ai pas processé, je l'ai pas organisé, tu vois. C'était plus du test. Et ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'apportes de la valeur, t'es sur des endroits... Enfin, t'apportes des insights plus que de la valeur. C'est-à-dire, on comprend ton jugement, on comprend ton expérience. Et on se dit, putain, c'est une approche en fait que j'entends pas ailleurs. Donc, on est séduit par ça. Et le but, en fait... tu sais, il y a un truc qui dit, en fait, file gratuitement l'information et vend l'implémentation. Ouais, c'est ça, ouais. Et en vrai, je suis mitigé, tu vois. C'est marrant, en fait, pour moi, c'est... tu dois aussi vendre l'information. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on te dit vends l'information... Enfin, donne gratuitement l'information et vends l'implémentation, c'est que tu vas aussi attirer plein de personnes qui vont jamais être intéressées par ce que tu fais. Donc, en fait, tu vas avoir un pipe énorme. Ouais, mais attends, si jamais ils consomment l'information, c'est qu'ils sont intéressés par ce que tu fais. Ça dépend si c'est payant ou gratuit. Après, bien sûr, tu auras toujours le problème du gratuit, ouais. c'est que tout le monde en fait. Et que ça n'a plus de valeur. Ou quasiment plus de valeur. Bah, c'est comme moi, je prends souvent l'exemple des sauces au McDo. Hein. Sauce McDo, quand c'était gratuit, quand c'est gratuit, en fait, tu peux en prendre 50, mais tu vas pas en manger 2, quoi. Exactement. Et le modèle classique, c'est faire un challenge gratuit, faire un lead magnet, faire machin. Et ça marche. Sauf que, en termes de qualification derrière, c'est compliqué. Ouais, complètement. Parce que tu vas attirer tous les chercheurs de gratos. Ouais. Versus un produit payant. Alors, il y a 2 trucs. Le premier, c'est que tu attires les chercheurs de gratuit. Et le deuxième point,
c'est que vu que c'est gratuit, les gens vont moins le consommer, mettre moins d'intention, ça va moins leur plaire. Moins de résultats aussi. Tu vois, regarde, bon exemple. Il y a des contenus avant que je mettais en gratos, j'avais pas trop de retour dessus. Et un jour, j'ai pris ce même contenu, je l'ai foutu en payant sur une page de vente, À et combien? les retours que j'ai eu, 70 balles. Donc ouais, quand même, en TTC. plus, c'est un vrai produit, quoi. Ouais, oui, enfin, Enfin, grand-chose, non, mais c'est pas un e-book à 9 euros, quoi. Non, mais c'est un no-brainer, quoi. 70 balles, tu te dis, je vais résoudre une problématique, j'y vais. Et j'ai eu des retours de ouf. Pourquoi? Parce que les gens ont payé, ont implémenté, l'ont consommé, l'ont C'est consulté. sûr, mais c'est Tu vois, les sûr, workshops bien que je sûr, fais à bien 100 sûr. balles, j'en fais un par mois. Donc, du Mhm. coup, en fait, l'avantage du modèle, c'est que je les construis pour mes clients, des revenus masters, et je mets des tickets Mhm. one time à disposition Ouais. des externes. Ouais. Pour qu'ils puissent voir mon approche et se dire, tiens, ça m'intéresse, je voudrais rentrer. Donc, en fait, moi, de mon taf, de toute façon, c'est un taf que je produis pour mes clients. C'est juste que je prends un dispo le truc et je dis, tiens, si vous voulez prendre un ticket, prenez-le. Ça me fait de l'acquise sur des profils qualifiés. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est hyper vertueux comme modèle, tu vois. Et c'est pas, si tu veux, le contenu n'est pas créé pour faire de l'acquisition, il est créé pour faire de la rétention. Ouais. Ce qui amène une différence fondamentale, parce que tu le crées pas marketé, tu le crées pour littéralement apporter de la valeur. Et que les gens se disent, putain, c'est ouf. Et du coup, tu résous le problème de j'ai pas envie de mettre une promesse trop importante en mettant une promesse finalement. Enfin, en fait, c'est quoi concrètement la promesse quand tu rejoins Revenue Masters? En gros, c'est très simple. On bosse sur pas mal de leviers, mais ce qu'on bosse, c'est la rentabilité et les profits. Donc, c'est améliorer ta rentabilité et tes profits. Ouais. Point. Voilà. Et ça peut passer par plein de secteurs différents, de choses différentes. Mhm. Mais grosso modo, c'est on va mettre en place un modèle Mhm. qui te permette de bosser de manière plus efficace. Mhm. Parce qu'encore une fois, on entend ces trucs de productivité et tout, ça me fait trop rire. Parce que c'est un sujet, pour moi, c'est pas un bon sujet. Mhm. C'est la productivité, en fait, c'est comment tu fais plus en moins de temps. Ouais. C'est une connerie absolue. Là, le vrai truc, à mon sens, c'est comment tu fais moins pour autant de résultats. C'est ça le truc qui est vraiment pertinent. Ok. Less is more, tu vois. Ouais, en fait, C'est- tu différencies l'input et l'output, quoi. Bah ouais, c'est en fait au lieu de te dire je vais en faire plein et je vais tout faire rentrer sur 3 heures avec des machins et de l'IA et tout. Mm. C'est ok, mais ce plein de trucs que tu fais là, est-ce que c'est vraiment pertinent Ouais. par rapport aux résultats que tu veux générer? Ça me Mhm. sert à rien en fait, Mhm. tu vois. Donc la vraie question à te poser, c'est surtout ce que tu fais. Quelles sont les actions qui sont obligatoires pour run ton business Mhm. et quelles sont les actions à fort levier? Et quel est tout le brouhaha inutile, tu vois? Et donc à mon sens, ce qui est vraiment pertinent, c'est de dégager tout ça. Donc en fait, quand les personnes rentrent sur les Revenue Masters, il y a un premier taf qu'on fait, c'est quelle est ta target, et qui tu es, Mhm. quel est ton modèle actuel, Mhm. et est-ce que tu es la bonne personne et tu as la bonne identité maintenant Mhm. pour aller vers cette target, qui généralement n'est pas définie. Et alors, du coup, comment est-ce que tu définis cette target? C'est tout le taf qu'on fait ensemble. En fait, on bosse ensemble, c'est ok, combien tu veux en termes de CA, combien en termes de renta, est-ce que c'est du CA qu'il te faut ou finalement c'est juste une meilleure marge? Qu'est-ce que cette marge implique? Mhm. Quel est le but de cette marge? Pour faire quoi derrière, etc. Et finalement, en fait, en se posant la question, c'est une question que très peu de personnes se posent. Mhm. Et tu tombes dans le truc de putain, en fait, c'est vrai, je me suis fixé 1 million par Mhm. an, mais je sais pas pourquoi. Bien sûr. Et en fait, mais c'est pas du CA que je veux, c'est juste de la renta. Mais attends, Mhm. si je veux de la renta, faut pas que je fasse ça, faut que je fasse de l'acquise, faut que je fasse de l'upsell sur mes clients existants. Il y a plein de mécanismes derrière. Et donc, très souvent, on commence par ce taf-là. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, généralement, je vais schématiser, tu vois, mais pour passer de 0 à 100K Mhm. par an, ce qu'il te faut, c'est des compétences. Mhm. Ok. Pour passer de 100K par an à 400, 500, il te faut des process. Ouais. Tu vois, il faut être organisé, de la structure. Et pour aller au-delà, 600 000, 1 million, 2 millions, etc., soit du coup, il faut prendre des bonnes décisions et recruter, Mhm. soit si tu veux rester solo, il te faut des systèmes. Et un système, en fait, c'est pas qu'un système business, c'est un système aussi personnel. C'est quelle est ton identité, quelles sont tes croyances, Ouais. comment tu fonctionnes. C'est bien plus que juste de la compétence business pure et dure. C'est un travail d'introspection, quoi, finalement. Complètement. Ouais. Mais tu vois, en fait, ce que tu dis, 2 points par rapport à ça, c'est déjà le fait de définir ce pourquoi tu entreprends. Ouais. C'est le travail d'introspection de base. Et tu vois, moi, dans mon activité, j'ai plusieurs activités, mais dans l'activité de gestionnaire de patrimoine, souvent, quand on fait le premier rendez-vous, c'est OK, pourquoi vous voulez investir? Pour avoir 1 million d'euros sur mon compte. Et pourquoi vous voulez 1 million d'euros sur votre compte? Je sais pas. Et d'autres qui me disent, moi je veux avoir 5 000 euros de revenus passifs par mois. Ok, très bien. Et pourquoi? Je sais pas, pour moins travailler. Et pourquoi vous voulez moins travailler? Parce que j'aime pas mon taf. Ouais. Ok. Et est-ce que si vous changiez de taf, vous aurez peut-être pas besoin de gagner 5 000 euros par mois en revenus passifs? Ah bah si. Ok. Et du coup, on explore ces pistes-là. Ouais. Et donc, il y a ce sujet de savoir pourquoi tu fais les choses. C'est pour tout. La KPI, le KPI, l'indicateur avec lequel tu veux optimiser ta vie, c'est le CA, c'est le profit, c'est le temps libre, c'est le kiff, c'est l'impact sur tes clients. Complètement.
C'est fondamental et beaucoup d'entrepreneurs malheureusement ou même de salariés oublient ce sujet de pourquoi j'optimise ma vie, qu'est-ce que je veux optimiser. Ouais. Donc ça c'était le premier point. Et le deuxième point, là où je voudrais un peu te challenger, c'est justement sur on l'a dit plus tôt, il y a cette course effrénée organique, j'ai presque envie de dire biologique de l'être humain à croître, à être en croissance, à vouloir un petit peu plus, parce que ça je le reprends même dans la biologie, un être vivant qui stagne, ça meurt. Bien sûr. Donc comment est-ce que toi tu arrives à concilier cette non-recherche de croissance constante et pourtant une certaine rentabilité auprès de tes clients. Ouais. Comment est-ce que tu sais que tu vas pouvoir faire perdurer cette boîte si jamais il y a un moment où, bah écoute, j'ai un certain niveau, mais je vais quand même avoir du churn, mais je vais quand même avoir de nouveaux clients. Comment est-ce que tu arrives à concilier ça? C'est un bon point. En fait, on cherche pas la croissance du CA. Ouais. On cherche la croissance de la renta. Et avec un seuil défini, c'est-à-dire quand j'atteins ce seuil, j'ai ce qui me plaît, et je peux continuer. Ouais, mais du coup, t'as dans ce seuil, du coup, tu vas plateau. Mais et tu vas stagner. Mais c'est pas grave en fait. Mais si tu stagnes, tu meurs. Non, tu stagnes pas. Tu construis une waitlist de personnes qui vont te rejoindre pour combler les trous. Puis après, j'en parle pas spécialement, mais j'ai d'autres personnes qui veulent plus derrière. J'ai un modèle aussi où j'ai aussi des fils dans ce qu'ils font. Donc en fait, il y a plein de systèmes. C'est juste que moi, sur mon acquisition, je dois pas en faire plus. Là, je fais rentrer des gens, je leur apporte de la valeur, on monte des modèles, on monte des systèmes, on base sur ce qu'ils veulent, etc. Certains me disent, bon, j'en veux davantage. Donc, soit du coup, c'est plus d'heures et du coup, c'est un ticket qui est au-dessus. Soit c'est carrément, je veux que tu sois mon copilote. Et là, du coup, on fait du revenu sharing. Ok, donc tu as différents, il y a différents modèles. Niveaux, ouais, différents niveaux dedans. Mais le principe de base du modèle, c'est de se dire, ok, tu vois, si quelqu'un nous écoute, en fait, c'est quel CA je veux à l'année, quel revenu, quel profit je veux aussi. C'est comme le plus important, tu vois. Je divise ça par le nombre de mois, ou je divise ça par le prix de mon produit. On peut faire dans les deux sens, tu vois. Et ça me fait X clients par mois. Mais ça marche pour... Ouais, vas-y, pardon. Donc en gros, ça fait X clients par mois. Donc tu sais qu'en fait, toi, ton freedom number, en quelque sorte, ta target idéale, tu vois, correspond à X clients par mois. Tous les clients en plus, c'est de la waitlist, au cas où tu as de la place. Et en fait, tu as une certaine sérénité. Et je dis pas qu'après, c'est un modèle que je vais garder pendant 10 ans. Je suis aussi en train d'expérimenter et tout, tu vois. Force est de constater que c'est quand même très, très, très vertueux. Parce que tu as un agenda qui est quasiment vide d'obligations. D'acquisition, en tout cas. Voilà. Les coachings que tu as, c'est des coachings avec des gens intéressants, intelligents. C'est du kiff, tu vois. Et le reste du temps, c'est bosser, creuser des thématiques, mettre en place des systèmes, tester des choses. C'est quelque chose de très créatif, finalement. Mais du coup, ce modèle, c'est ce que tu encourages et ce sur quoi tu formes les personnes qui sont dans Revenu Masters. C'est de leur faire avoir ce modèle d'abonnement. Ça dépend des profils. Ça dépend des profils, ça dépend de ce qu'ils veulent. Systématiquement. Ça dépend des business aussi. En fait, l'abonnement, c'est un peu le Graal. Mais c'est le Graal des emmerdes aussi. C'est-à-dire, en fait, revenu récurrent, c'est emmerde récurrente. Donc, il y a plein de côtés dark. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de modèle parfait. Il y a des modèles qui correspondent à certains caractères. Il y a des modèles qui correspondent à certains moments de vie. On a eu cette discussion, c'est low ticket, mid ticket, high ticket, qu'est-ce qu'il faut vendre, est-ce que c'est du MRR, pas du MRR, machin. Il n'y a pas de bonne réponse. Et puis c'est cyclique, tu vois. Donc tout dépend des personnes, de ce qu'elles veulent faire et de la curiosité qu'elles ont aussi d'aller expérimenter. Un certain type de modèle, quoi. Tu vois, des modèles. Moi, les personnes que j'ai, généralement, c'est des personnes qui sont avancées, qui ont du cash de côté et qui disent, ok, ça m'intéresserait maintenant d'aller davantage décorréler mon temps passé de mes revenus générés. Parce qu'il faut pas l'oublier, hein, tu l'as dit plus tôt, mais le modèle high ticket, closer, setter, etc., c'est des usines à gaz, mais ça crache du cash, hein, on va pas se mentir. Et donc, si jamais t'es dans une phase de vie où tu cherches à pousser le bouchon, à te dire, allez, où est-ce que je peux aller, où est-ce que je peux monter, c'est un modèle qui est probablement plus adapté qu'un modèle d'abonnement récurrent. Après, ça dépend comment tu le fais. Et ça dépend dans quelle proportion. C'est-à-dire, tu peux très bien avoir un modèle qui n'est pas une usine où tu fais du high ticket, solo. T'as pas besoin de te dire, je vais embaucher 10 closers. Tu vois ce que je veux dire, mais t'es quand même vachement capé, hein, je veux dire, même en solo. Enfin, à moins de faire des tickets, ça dépend de quoi ta presta, mais... Capé, mais on s'entend. Ça dépend de quel montant on parle. Tu vois. Est-ce que le but, c'est de monter une boîte qui fait 20 millions par an? Est-ce que le but, c'est de monter une boîte qui fait 1 million? Non, mais je trouve que faire sans closer, rien du tout, faire plus de 1 million par an, c'est compliqué, hein. Ouais, mais attends, 1 million, quel est ton profit dedans? Si c'est 800 000, 800 000 de profit, c'est quand même déjà cool. Encore une fois, ça dépend de ce que tu veux faire. Ouais, tout à fait. Ce que je vois, en tout cas, je veux surtout pas te faire de généralité, donc je parle du coup des personnes avec qui j'ai pu bosser au sein des Revenus Masters. C'est des personnes qui font pour la plupart des gros revenus. En solo ou... En solo, ou parfois avec 1 à 2 personnes, mais généralement... hormis quelques boîtes un peu plus avancées, mais que j'ai sur mon autre format plus avancé, etc. C'est plus du COO externalisé, ce truc-là.
Généralement, c'est des personnes qui se disent, ok, moi, tu vois, alors c'est des très gros revenus, tu vois, mais c'est genre moi, 500 000 de profit à l'année, c'est magnifique. En solo? Ouais, Ah, c'est c'est costaud quand même déjà. tu vois, ouais. Ouais, ouais. Donc t'as pas besoin d'aller chercher forcément. Ah non, non, bien sûr, Donc bien sûr, bien toute sûr. une question en fait. Et puis l'entrepreneuriat, c'est un jeu Mhm, où, comme on disait tout à l'heure, la mesure de performance, c'est le chiffre d'affaires que tu fais, mhm, euh, mais pas forcément. Ça, tu peux te dire en fait, je vais jouer au jeu différemment. Moi, mon but en fait, c'est d'avoir un business qui tourne tout seul avec de la recommandation, machin, mhm. etc., des grosses marges, et la moitié de mon temps libéré pour créer d'autres choses, créer d'autres business, faire des conférences. J'en sais rien, tu vois. Bien Tu sûr, peux bien faire sûr, un peu bien ce que tu veux, mais le point, c'est juste qu'en fait, c'est un peu la phrase soit du coup, tu mets ta vie au service de ton business, soit tu construis un business qui est au service de ta vie, ou de la vie des autres, ou ton sûr. Ouais, impact, l'impact que tu vas avoir, tu vois. complètement. Et très souvent, en fait, on a un mode par défaut, où on met tout ce qu'on a, notre énergie, tout, au service de notre business, Mhm. sans se rendre compte qu'en fait, c'est un monstre cash eating machine, energy eating machine, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça complètement. prend tout, et ta vie perso s'en ressent. Enfin, moi, je sais que je me suis fait engueuler par mes potes. Là, j'ai ralenti du coup le rythme avec ce nouveau modèle Ouais, depuis juin, juillet. Cet été, ils m'ont dit, mec, t'étais où? Qu'est-ce que t'as branlé? Ça fait un an qu'on t'a pas vu. ouais, bien sûr, T'es bien sûr, pas bien venu sûr. aux soirées, machin. Et tu te dis, qu'est-ce que j'ai foutu? Il y a un vortex, en fait. Il y a un an qui s'est écoulé en Ouais, un claquement de doigts. Alors, oui, c'était rentable, mais pas tant que ça. ouais, ouais. Versus sacrifice, versus. Tu vois? Donc, en fait, t'en viens de poser la question de, ok, est-ce que ma target, c'est vraiment. Et j'ai. Ce qui est drôle, je dirais pas leur nom, mais j'ai quelques CEO de Ouais. boîtes dans mon accompagnement qui sont là aussi par curiosité, parce qu'ils aiment bien. Avoir quelqu'un qui leur tape dessus et qui Mhm. a pas de truc Ouais, de rapport, de hiérarchie, ouais. d'ego, etc. Et qui me disent, en vrai, je me suis enfermé dans un truc là, j'ai mes investisseurs derrière, Cauchemar, ça, j'ai mes salariés, j'ai la pression, les tous les mois on VC et repart les à salariés, zéro, c'est. Waouh. j'ai 30, 40 mecs à payer. Oui, je kiffe, ça m'anime et tout, mais putain, je me sens pas bien, je vois pas mes gosses, je vois pas mes. Tu vois? Et il me confie un peu en cachette. Alors après, chacun veut toujours le truc qu'il a pas. Ouais, bien sûr, bien Tu sûr. vois, j'ai des Ah, l'herbe est toujours solopreneurs plus qui me verte disent ailleurs, hein. j'aimerais bien monter une boîte et embaucher 40 personnes. Et ceux qui ont 40 personnes me disent putain, j'aimerais bien être solopreneur. Ouais, Donc clairement, bon. clairement, clairement. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voilà, se mettre un peu de sens là-dedans et sans tomber dans les trucs bullshit, un truc sensé et tout. Tu vois, c'est juste en fait, est-ce que tu es aligné avec ce que tu fais ou est-ce que tu es en train de te faire manger par un monstre invisible qui t'attrape toi et pas que toi en fait. Tu vois, toute ta vie, tout ce qui est autour. Quel est le. Peut-être le dernier mot, ce serait le conseil que tu voudrais donner à Thomas d'il y a 5 ans? Il y a 5 ans. Ou il y a 10 Oh, ans? c'était, ouais, 10 ans. Même 15 ans peut-être. Ouais, ouais, ça va, t'es pas si vieux que ça, quand même, hein. Non, Le Thomas qui démarre son aventure entrepreneuriale. ouais, fais les choses, fais les choses. Just do Euh, it, quoi. ouais, en fait, c'est vrai que c'est une bonne question, mais c'est complexe parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais en gros, c'est euh, fais les choses en t'écoutant toi. Et je dis pas en mode oui, faut pas écouter les autres, ils sont méchants et tout, ok, on s'en fout. C'est en t'écoutant toi et en te posant la question de la cohérence avec qui t'es, ce que tu fais, est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas. Est-ce que en fait est-ce que t'as une North Star métrique? Est-ce que tu l'as bien définie? Est-ce que tu l'as redéfinie parce qu'elle évolue avec le temps? Mhm, Tu vois, moi, quand j'avais 20 ans, je voulais monter une boîte qui faisait 100 millions à l'année et tout, tu vois. mhm. Maintenant, je m'en bats les couilles. Ouais, Je ouais, fais pas clairement. ça, tu vois. Donc, c'est toujours une question d'évolution d'un North Star métrique. Et est-ce que, du coup, tes actions du quotidien... Alors, c'est pas une question à se poser tous les matins. Tiens, aujourd'hui... Sinon, c'est pas une North Star, c'est un truc, un objet shiny qui change Ouais, tous les clairement. jours, tu vois. Mais donc, tu fixes ça et tu te poses fréquemment la question de l'alignement. Est-ce que ça me correspond pas? Est-ce que ça me donne envie de me lever le matin? Est-ce que je kiffe? Est-ce que je prends du plaisir? Et est-ce que ça a un impact positif sur ma vie? Alors bien évidemment, il faut faire des sacrifices. Tu vois, il n'y a pas d'input, pas d'output. Et les outputs, généralement, sont corrélés à l'input que tu vas mettre. Mhm. Il y a un effet de levier, c'est ce Avec qu'il le faut chercher. leverage. Mhm, Évidemment, il y a une corrélation. Tu vois, si je mets 1, j'aurai 10, si je mets 2, j'aurai 20. Donc il y a mhm, toujours x10 au milieu. C'est juste que ce que tu vas mettre en input va déterminer... voilà. Donc faire les choses à fond sans trop se poser de questions. Et s'écouter par rapport à quelle est ma. Ouais, c'est Ouais, toute l'ambiguïté, tu vois. C'est pas trop se poser de questions parce que sinon tu fais pas et t'es ouais. paralysé et t'agis pas. Mais c'est te dire, tu vois, voilà, je sais où je vais et de temps en temps, je fais un petit check. Ok, est-ce que je suis sur la bonne route? Ok, comment je repilote? Comment je réajuste? Ok, j'y vais. Et après, le reste, c'est l'exécution parce que enfin, c'est pas que le reste c'est du bullshit, quoi, mais juste le Mhm. nombre de gens qui se disent, ouais, alors tu comprends d'abord, si, puis ça, machin, et puis peut-être que, et tu te poses des questions et tout. Vas-y, arrête, il y a des gens débiles, enfin, plus cons que toi, qui juste exécutent. Et ils ont tout le mérite d'exécuter, donc ils ont de la perf, tu vois. Donc en fait, fais
c'est débile comme truc, tu vois, mais il n'y a pas plus vrai que ça, en fait. Vu quel conseil, bah juste vas-y, ferme ta gueule, boss. C'est ce que je me dirais, tu vois. Just do it, Ouais, quoi, fais, finalement. Ouais, tu ouais. vois. Pour celles et ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur toi, sur ton activité, sur éventuellement Revenu Masters, où est-ce qu'on peut te contacter? LinkedIn. Simple. Thomas Rivol. Ouais, Thomas Rivol, avec un Y. Très simple, carrément. M'envoie un Magnifique. petit message, on pourra discuter avec plaisir. Trop bien. Thomas, dernière question que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu aurais une recommandation pour un futur invité? Ouais. Alors j'en ai plusieurs. J'ai 2 personnes en tête. Ouais. Enzo, Colucci? que t'as déjà eu ou pas? Pas du tout. Pas du Mais je le suis sur LinkedIn, c'est top ce qu'il fait. Qui est un super mec, donc tu peux. Et Basile, Viren, Ok. pépite aussi. Je connais, mais. Et je lui ai dit en plus juste avant que j'allais parler de lui. Donc j'en profite pour le caler. Bah, magnifique. Non, c'est 2 mecs qui sont super, qui ont une très belle vision des choses, qui ont justement pas mal de recul par rapport à tout ce qui se fait, qui sont très compétents, très bienveillants, très gentils. J'aime bien les gens qui ont des perspectives Donc, sur leur marché. Ouais. J'avais reçu Jérémy Coleman, pareil, il Ouais. est intéressant sur sa vision du Ouais. marché. Bah, écoute, merci beaucoup Thomas, c'était hyper intéressant. Merci à toi Et pour l'invitation. on n'est pas à l'abri de faire un 3e épisode parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de sujets qu'on n'a pas pu aborder Ouais, à fond. aujourd'hui. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Merci à toi. Salut. Ciao.